Normalement, avec ça, on est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver pour cet épisode 2 de l'officine. Un petit peu en retard, on avait dit 21h. Bon, il est 21h20. On espère que vous serez quand même, au rendez-vous. Je vais pas être tout seul ce soir pour cette deuxième émission de l'officine, donc dans laquelle on a des invités et on va discuter tranquillement d'un sujet. Ce soir, on va parler de ski alpin et évidemment, on était obligé avant cette émission de ski alpin, de sport blanc, d'inviter Constance Vigneault qui est avec nous. Comment ça va, Constance ? Bah, ça va très très bien, donc on va se tutoyer, hein, on se connaît quand même. Donc Constance, on va parler de cette saison de ski alpin 2023-2024, tous les gros enjeux, les récentes actus. On va parler de tout ça tranquillement, et puis aussi donner à vous qui ne connaissez pas forcément le ski alpin, ça va être l'objectif ce soir, de vous donner justement envie de regarder toute cette saison à la télé, pourquoi pas, à la radio si vous voulez les écouter. Peut-être on fera des lives aussi sur le Labo Sport de ski alpin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le biathlon. Il y aura des prochains lives dans les prochaines semaines. Mais d'abord, on va parler de ski alpin dans un format peut-être un tout petit peu plus court que les fois précédentes, que la première émission qui avait été assez longue et ça n'avait découragé plus d'un au moment de regarder les replays, même si on avait séquencé le tout. Donc là, on est tous les deux, Constance, on va s'amuser pendant une heure et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Évidemment, il faut suivre cette saison. Peut-être en un mot, déjà te présenter. Qui es-tu, Constance ? Et aussi, tu as une belle actu sur ces derniers jours. Il y a quelque chose de nouveau, non, depuis hier ? Attends, je sais pas si on t'entend. Vas-y, parle. Est-ce que tu m'entends, Ellie ? Ouais, je sais pas si le retour passe. Vas-y, parle, vas-y. Est-ce que tu m'entends correctement ? Ouais, il fallait que je monte ce curseur. Vas-y, on t'entend très très bien. Voilà, donc je suis journaliste de sport, je suis spécialisée notamment dans les sports d'hiver. Et pour m'occuper, j'ai lancé hier un compte Instagram qui s'appelle Ski va vite. On va parler sur des vidéos assez courtes de tous les sports d'hiver en abordant des thèmes différents. Et comme ce soir, que ce soit pour les gens qui s'y connaissent ou ceux qui veulent s'intéresser au ski. Et ben c'est parfait, c'est une très très belle initiative. On est très contents. Je vous invite à aller suivre ça. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'écrit ? Ski va vite, Skivavite. Parfait, Comme un ski qui va vite. comme son nom l'indique. On va commencer, Constance, par parler. Alors, je suis désolé, il n'y aura pas de changement de page, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu le temps de préparation. C'est un petit peu la course pour préparer ce live et pour être dans les temps pour ce live. Mais donc, on va évoquer dans un tout premier temps un sujet un peu brûlant, un sujet qui dans cette actualité de ce début de saison de ski alpin. Ça va être des conditions climatiques, du changement climatique dans sa globalité, avec le géant chez les hommes qui a été annulé il y a 2 semaines du côté de Solden en Autriche, avec l'entraînement également ce matin de la descente du côté de Zermatt qui a été annulé, des conditions météo donc pas top. On était fin octobre quand on a commencé cette saison, on est maintenant début novembre, il n'y a pas de la neige partout, c'est en train de commencer à tomber, mais tout n'était pas prêt, c'est un peu tôt, c'est de l'avis des skieurs. Est-ce que Constance, tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Ça pose un problème ce début de saison assez tôt finalement. Bah, c'est traditionnel, le ski alpin commence à Solden en Autriche, toujours à la mi-octobre. Depuis 2-3 saisons, ça a été décalé d'une semaine pour correspondre un petit peu plus à l'enneigement qu'il y a actuellement dans les Alpes. Mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes se posent la question si ce serait pas mieux finalement de commencer la saison mi-novembre ou fin novembre Ce et qui de est le la cas sur prolonger les autres, jusqu'en avril. ce qui est le cas sur les autres disciplines de sport blanc, notamment biathlon, ski de fond, c'est ça, hein. Voilà, la plupart des sports commencent aux alentours du 25 novembre. Alors ce week-end, on a donc Zermatt-Chervignan en Suisse et en Italie. Et en même temps, on a Lévis en Finlande, où pour le coup, la Scandinavie est déjà bien enneigée à cette période de l'année. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais pour les Alpes, c'est à double tranchant. Il peut ne pas y avoir de neige comme l'année dernière. Ou au contraire, Et comme ça là, les avait, derniers jours, trop de chutes de neige et pas de course. et ça avait été annulé aussi la saison dernière. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il n'y a pas cette première étape de Coupe du Monde.
Alors l'année dernière, ça avait été annulé 2 week-ends de suite parce qu'il n'y avait pas assez de neige sur le bas du parcours. Le haut, c'est un glacier, donc il n'y avait pas de problème. Et là, cette année, en fait, il faut savoir qu'une descente, pour qu'elle puisse avoir lieu, il doit y avoir au moins un entraînement, comme c'est assez technique et assez dangereux pour les athlètes. On a eu l'entraînement de mercredi, mais celui de hier et aujourd'hui ont été annulés. Et s'il n'y avait pas eu celui de mercredi, on n'aurait pas pu avoir de course demain. Très bien. Pour le moment, la course peut avoir lieu. Est-ce que tu nous rappellerais, Constance, ce que c'est la descente? Parce qu'il y a plusieurs types de courses en ski alpin. Si on a des novices ce soir avec nous qui comprennent bien ce que c'est la différence entre du slalom et de la descente, par exemple. Alors la descente, c'est le format le plus long en ski alpin, c'est celui où on arrive à atteindre les plus grandes vitesses. C'est des formats qui font 3 à 4 km et qui durent aux alentours de 2 minutes. Ça demande vraiment physiquement, c'est des athlètes souvent expérimentés. Alors que par exemple, le slalom, comme tu en parlais, c'est très court. Ça dure 45 secondes, 1 minute. C'est en 2 manches. Et là, pour le coup, on a souvent des athlètes beaucoup plus jeunes qui rentrent dans le ski alpin parmi les meilleurs mondiaux par le slalom. Et puis donc c'est technique, ça. Donc le principe au C'est slalom, ça. c'est de passer entre des portes qui sont au final très serrées. La descente, il y a pas beaucoup, il y a pas du tout le même type de porte. Non, la descente, c'est des longs virages, des longues lignes droites, des sauts, alors que le slalom, on passe son temps à aller de gauche à droite et c'est presque des sports complètement différents. Et puis entre les deux, il y a d'autres courses, le Super G et puis le géant. Voilà, alors le slalom géant, c'est un slalom, c'est assez tournant, mais il y a plus de longueur entre chaque porte. Voilà, c'est un peu plus espacé, on a un peu plus de vitesse. Et le super G, en fait, c'est un super géant. Donc c'est un slalom géant qui se rapproche finalement plus de la descente et qui est vraiment long et qui dure plus 1 minute 30. Et c'est souvent les mêmes athlètes que la descente. Très bien, bah parfait. Je crois qu'on a été complet. Pour le repréciser, hein, si vous avez des besoins, n'hésitez pas dans le chat à nous poser toutes les questions parce que c'est ça aussi le but de ce live. Vous posez vos questions sur le chat et puis notre experte vous répond. On est là pour ça, donc vous avez toute la soirée pour se faire. Alors pourquoi là ça pose problème du côté de Zermatt en Suisse? Constance, parce qu'il y avait aussi des problèmes. Il y a des images qui ont un peu choqué ces dernières semaines avec des pelleteuses en plein milieu du glacier en train de casser le glacier. Ça a aussi choqué alors non seulement l'opinion publique mais aussi les locaux, les ONG type Greenpeace. Comment ça se fait qu'encore en 2023-2024 on soit pas encore au fait du réchauffement climatique et d'aller comme ça envoyer des pelleteuses sur un glacier? Bah là, ce qui est incompréhensible, c'est que la FIS, donc la Fédération internationale de ski, son outil de travail, c'est la neige. Et il reste des glaciers en Europe, ils sont en train de diminuer, il faut les préserver. Et même les athlètes qui avaient déjà fait des pétitions en mars dernier au moment des mondiaux pour demander à décaler les Mhm. courses ne comprennent pas comment la FIS a pu envoyer des pelleteuses sur le glacier alors qu'une piste existe déjà. On est à 3 700 mètres, le domaine skiable de Zermatt est quand même assez conséquent. Donc c'est une incompréhension totale. Une fois que les vidéos sont passées sur les réseaux, ils ont complètement arrêté, ils se contentent de ce qui a déjà été construit au préalable. Parce que là, la Et en nouveau... plus, Vas-y, termine. l'accès au haut de la station, comme on passe d'un pays à un autre, est assez compliqué. Et on va devoir amener du matériel en hélicoptère, ce qui est quand même un peu incongru à un moment où on essaye de faire attention à plein de choses pour l'écologie. C'est ce que j'allais te dire. Au final, la nouveauté, c'était qu'on partait de Suisse pour arriver en Italie. C'était ça un peu la nouveauté. Au final, le spot, et c'est une belle piste, c'est un très bel endroit. On a certains skieurs qui ont émis l'idée plutôt au final, d'avoir plutôt cette course un peu plus tard dans la saison. Est-ce que ça te semble au final quelque chose de sensé, de pas forcément voilà, commencer au début du mois de novembre et plutôt retarder au final la saison, quitte à finir un peu plus tard au printemps, presque au mois d'avril? Nous, de chez nous, on ne peut pas voir le réchauffement climatique comme les skieurs le voient, mais eux, ils sont au contact de la montagne et de la neige en permanence. Si eux estiment qu'il faut commencer plus tard, il faut le faire. Je pense qu'on pourrait commencer la saison, par exemple, ce week-end, aux alentours du 10-15 novembre, avec une étape en Finlande, par exemple, à Lévis,
et venir que dans 15 jours, par exemple, en Europe centrale. Comme ça, on aurait à la fois la neige suffisante, les conditions météo, parce que des fois aussi, il y a ça aussi, il y a le vent, il y a les nuages qui sont un peu trop présents, vu qu'on est très très haut au final. Euh, ouais, est-ce que aussi il n'y a pas une petite raison économique? Tu l'as dit, il y a une tradition de commencer à cette date-là, le milieu du ski est vraiment attaché à ça. Est-ce que tu penses que ça va... Alors c'est presque une nécessité, hein, mais est-ce que ça va pouvoir bouger dans les prochaines années? Parce qu'on a exactement, tu l'as mentionné, des pétitions de la part de skieurs. Il y en a eu au début de l'année dernière, il y en a à nouveau en ce début de saison. Euh, Au final, rien ne change et il y a des athlètes, typiquement Alexis Pinturo, là, qui ne viennent pas sur ce week-end à Zermatt, presque en boycottant au final l'événement, qui est presque un scandale écologique. Ouais, est-ce que ça va vraiment pouvoir changer, à ton avis? Là, c'est. Alexis Pinturo, Alexis Pinturo le dit bien, c'est une affaire de gros sous, le ski aussi. Mais après, ces étapes, par exemple, Sölden, ça fait tellement longtemps qu'on le fait que même si on le décale, il y aura toujours du monde qui viendra finalement. Et ça restera toujours un succès. Et peut-être que ce ne sera pas fait dès l'année prochaine, mais il faut qu'au moins d'ici 2 ans, il y ait quelque chose qui soit fait et que le calendrier soit aménagé. Sinon, des athlètes comme Alexis Pinturo qui boycottent les courses, finalement, ça risque d'arriver de plus en plus souvent. Et la FIS, ça va se retourner contre elle. Ouais, complètement, complètement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces conditions météo? Donc demain, on n'est pas sûr que la descente chez les hommes ait lieu. Euh, Est-ce qu'il y a des reports éventuels possibles ou c'est annulé si ça n'a pas lieu? Alors normalement, le météo devrait être plus clémente ce week-end, donc la descente de demain devrait avoir lieu. Mais après, elle peut être décalée d'une demi-heure, d'une heure, etc. Mais si on estime que la météo, c'est pas possible, elle peut être annulée, comme le géant de Solden, et ensuite décider d'être reprise sur une autre étape de Coupe du Monde. Ou revenir plus tard à Zermatt, par exemple. Ou décaler à lundi si les athlètes estiment que ça les C'est dérange pas. mieux, ouais, c'est très bien au niveau de la saison. Alexis Pinturo, lui, il est aux États-Unis, là, il s'entraîne encore. On reviendra hein, sur le cas du français, mais c'est ça, il s'entraîne encore aux États-Unis. Il prépare une étape au mois de décembre. Oui. Il y a Beaver Creek, il me semble, en décembre, donc Ouais, je crois que oui, c'est. c'est ça. Je crois Beaver Creek, premier week-end de décembre. qu'il est de ce côté-là. Et puis, côté environnement, on a eu aussi un autre problème, décidément, sur ce premier week-end de ski alpin il y a 2 semaines. Donc, la saison a commencé vraiment il y a 2 semaines. En tout cas, chez les femmes, pas encore chez les hommes. Ça sera du coup demain. On l'espère. Non, apparemment, du coup, ça va avoir lieu. Avec des soucis avec du fluor. Un composé chimique, vous en avez dans votre dentifrice du fluor, mais ça ne disparaît ni dans l'environnement, ni dans notre corps, et ça a été tout simplement interdit. On l'utilisait pour le fartage des skis, que ce soit en ski alpin, mais aussi dans les autres sports nordiques. Je vais pas, tu m'arrêtes, Constance, hein, si je dis des bêtises, mais notamment au biathlon, au ski de fond, on utilisait aussi du fluor. D'ailleurs, je crois que c'est pas forcément interdit pour eux cette saison-ci. Ça va être interdit, mais pas encore. Il y a peut-être encore des dérogations, non? Alors, le fluor a été, enfin, une molécule du fluor a été interdite au biathlon depuis 2021. D'accord. La FIS, elle veut interdire le fluor depuis 2019. Mais en fait, il faut savoir que le fluor, ça permet sur une descente, donc environ 2 minutes, de gagner entre 0,6 et 1 seconde, ce qui est énorme. Mais le fluor, ça coûte cher. Donc les grosses nations, comme par exemple la Norvège, la Suisse ou l'Autriche, pour elles, c'est un avantage. Mais là, maintenant, en fait, cette année, on remet un peu les compteurs à zéro, finalement, entre toutes les nations. Et comme il y en a beaucoup qui sont en grosse difficulté économique, sur ce point-là, ça en arrange beaucoup, les Français compris. Oui, parce qu'au final, c'est les équipementiers, enfin aussi qui utilisent ce fartage et qui mettent en place C'est ça, les skis. les équipementiers, puis le personnel qui gère la technique sur chaque équipe. Et donc c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec Mo Winkel, donc une skieuse norvégienne qui a été donc testée positive avec ses skis à un taux de fluor
anormalement haut. Un peu incompréhension du côté de l'équipe de la Norvège parce on était très étonné de ça, elle la première, qui ne s'attendait pas du tout à avoir de la Norvège. Et au final, apparemment, les tests qui sont effectués, ce serait un petit peu approximatif. Est-ce que tu as quelque chose de plus précis là-dessus? Alors, le fluor, habituellement, ça représente un taux sur le ski, c'est mesuré, c'est 12. La FIS, maintenant, elle veut le limiter à 0,1. Donc, on diminue drastiquement. Et ils avaient On l'enlève décidé qu'il y aurait un complètement. seuil de tolérance. Voilà, en gros. On avait décidé qu'il y aurait un seuil de tolérance à 1,8. Sauf que sur la première manche du géant de Solden, les 30 premières ont été testées, dont Mowinckel qui a fini sixième. Elle était à 0,99. Donc, en soi, elle est dans le seuil de tolérance. Mais comme c'était la seule qui était aussi élevée, la FIS, ils ont décidé de la disqualifier parce qu'ils se disent que sinon, il y en a trop qui vont en profiter de ce fameux seuil de tolérance à 1,8. Et donc, oui, au final, que les outils de test soient remis en cause par les toutes meilleures, je pense notamment à Michaela Schifrin qui avait dit que voilà, il pouvait être positif et négatif à presque 20 minutes d'intervalle. Est-ce que c'est un faux intox? Bah, ça, je pense que pour le moment, c'est trop récent. Il va y avoir peut-être des disqualifications injustes dans les semaines à venir. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que ça se mette en place. Mais son équipementier a effectivement reconnu une erreur sur le dosage du fluor, enfin, ou sur un produit qui a été mis qui doit être peut-être similaire au fluor. Donc, on va voir ce que ça va donner sur les semaines à venir. Mais c'est possible que ça fasse encore un peu polémique. Au final, ça fait aussi, ça sert un peu d'exemple pour la FIS de dire attention, là, vous voyez, c'était le premier week-end de course et au final, bah, vous voyez, on est intransigeant là-dessus, pardon. On va rien laisser passer du tout. Exactement. C'était aussi une manière de montrer que là, elle était dans le seuil, mais finalement, les autres ont vraiment respecté et pas elle. Donc, elle a été sanctionnée. Voilà, il y a peu. Puis, c'est pas non plus n'importe qui. Elle jouait le podium sur cette course. Mhm. Donc, je pense que c'était la bonne solution à faire. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des nouvelles règles, pour que ce soit efficace, faut taper fort dès le début. Voilà, ça va peut-être refroidir quelques équipementiers qui voulaient jouer justement avec la règle. Très bien, bah, on va passer. Mais, Est-ce que tu as mais quelque il chose? faut savoir, Vas-y, vas-y. le fluor, ça a vraiment un avantage en descente ou en super G. Par contre, en slalom ou en géant, comme la vitesse est moindre, il y a moins d'effet. Donc, c'est étonnant que ça se soit retrouvé sur ces skis, sur un slalom géant. Ouais, c'est assez étonnant. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, au final, bon, c'est assez logique, mais j'imagine que c'est parce que bon, plus on glisse vite sur une descente, plus ça glisse, plus on va vite. Exactement. Et il y a moins de tournants, donc forcément la vitesse accumulée, bah, elle est beaucoup plus rapide. Alors qu'un slalom, étant donné qu'on tourne beaucoup, bah, si on va trop vite, la course elle est finie, on rate les portes et ça sert à rien de Et mettre du on, fluor là-dessus on finalement. part à la faute. Très très bien. Bah, si vous avez des questions un peu comme ça à poser à Constance, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça. On est avec vous tranquillement pendant une petite Alors par partie. contre, le chat ne s'affiche pas sur l'écran alors qu'il y a des gens qui ont parlé Ah sur mince! Ah bah ça le chat. c'est. Oui, je pense avoir deviné. Et même on prend mon. Là, est-ce que ça s'affiche là maintenant En fait, c'est peut-être parce que il n'était pas actif. Hop, si je le mets par là. Allez-y, mettez un nouveau message. Ah bah oui, si je fais ça, ça le réduit. Euh, S'il peut y avoir Ah des, voilà. des nouveaux messages, j'espère que ça va s'afficher en temps et en heure. Est-ce que vous avez Donc un petit grésillement? visiblement. Est-ce que tu as de ton côté un petit grésillement? Ah, je l'ai plus. J'avais un petit grésillement dans mes oreilles. Oui, on voit, super, parfait. Bah, très bien, ben voilà. Si vous avez des petits problèmes techniques, si on m'entend mal, si on entend mal Constance, n'hésitez pas à mettre les petits commentaires là-dessus. Et donc, si vous avez, salut les guys, du coup, j'avais pas vu. Très très bien. Oui, tout à fait, c'est le canton. Du coup, c'était sur les pelleteuses. Peut-être Anne que tu évoquais cela. C'était en effet les cantons, les autorités locales en Suisse qui avaient demandé l'arrêt des travaux qui étaient en dehors de la piste complètement. Oui, les pelleteuses. Ouais, voilà, tu vois, on rebondit, on se retrouve facilement. Parfait. De quoi on était en train de parler? Oui, si vous avez des petites questions, bah donc n'hésitez pas. Non, non, ils ont autorisé.
Non, ils ont autorisé que sur. Alors, ils avaient autorisé dans un premier temps, et au final, face au tollé. Même si. Oui, mais justement, ils avaient. C'est après. C'est la FIS qui avait défendu, ou l'organisation, je sais pas si c'est la FIS ou le, la- le, je vais dire Non, je crois que le canton avait autorisé, mais pas autant que ce que la FIS. Oui, c'est ça, ils avaient dit Enfin, rester sur la la FIS piste. n'avait pas été très claire. Ils n'avaient pas expliqué tout ce qu'ils voulaient creuser. Il y a eu une petite incompréhension. Mais, Mais c'est vrai que quand on se dit qu'on est en 2023, c'est improbable que ce genre de choses arrive pour une mais, course. mais c'est ça, et c'est complètement. C'est fou que rien ne soit fait, surtout de leur côté. Alors, même s'il y a on imagine, pardon, des enjeux économiques là-dessus, oui, comme tu l'as dit, Constance, redécaler dans les dates, enfin, se réunir autour d'une table et trouver des solutions. Il n'y en avait peut-être pas là, on n'a pas toutes les clés en main, mais bon, de là à envoyer des pelleteuses sur un glacier, j'avais des statistiques trouvées dans les médias. En 6, il y a eu moins de 6% de glaciers en un an, entre 2021 et 2022. Euh, donc, ouais, c'est quand même assez fou. Et ça montre que voilà, il y avait pas assez de neige à ce moment-là. Lunaire, c'est le bon mot, Anne. Quelque chose à rajouter, Et Constance? pour... Vas-y. Alors non, mais pour revenir au fluor, il y a une grosse inquiétude aussi de la part des athlètes. C'est que certains viennent contaminer leurs skis. Et par exemple, après le travail des skis qui est fait la veille d'une course, un autre athlète, un autre membre d'un staff viennent passer un spray dessus pour rajouter du fluor sur Ah. les skis. D'où le fait que je pense que la tolérance est quand même présente, mais il y a certains athlètes qui ont peur de ça. Oui, mais ça se comprend, du coup. La peur de. Bon, alors, ce serait un peu scandaleux pour le coup. Ce serait complètement de l'anti. C'est même plus de l'anti-jeu, c'est de on est sur un niveau de triche, ouais, de sabotage des autres. Comment, Alors, comment... en ski alpin, donc, c'est un sport qui est plutôt bienveillant. Je pense pas que ça va arriver, mais il y a certains athlètes qui préfèrent se méfier. Oui, bah, on espère que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas que personne ne s'aborde justement les matériels des autres, qui sont évidemment une part entière dans le résultat des skieurs, évidemment. Il y a la performance du skieur, et il faut être évidemment très bon skieur pour réaliser des super performances. Mais par contre, derrière, il y a aussi le matériel. Sans un bon matériel, on peut pas gagner des courses, Constance. Exactement. C'est comme à partir du moment où il y a un matériel dans un sport, on le sait très bien, il y a des athlètes parfois ou des nations entières qui passent à côté de leur course parce que le matériel a mal été préparé. Mais il faut se dire que parfois le matériel mal préparé, ça arrive une fois sur 2 ans et le reste, on va faire que des podiums. Donc bon, il faut compenser. Et Ouais. non, ce n'est pas moi qui mets du fluor la nuit sur les skis des Norvégiens, par exemple. Et c'est Anne ou c'est Hugo? On sait pas qui se cache derrière le compte. Très bien sur ce fluor. Donc on va surveiller ça évidemment dans les prochaines semaines, et ça va être un enjeu. Vous allez beaucoup en entendre parler, justement parce que c'est une grande difficulté cette année pour les équipementiers, au final de changer. Oui, fluor. D'évoluer par rapport à ça. Mais du fluo, je sais pas si le fluor rend fluo, je pense pas, hein. Mais Non, ça, je vois pas. Justement, le problème, c'est que c'est invisible le fluor. Donc si quelqu'un vient en mettre sur les skis la nuit, ça ne se verra pas. eh ben donc, très bien. C'est vrai que oui, si c'était fluo sur les skis, ce serait un petit peu visible. Même pour la FIS, hein, pour regarder s'il y en a qui trichent, ça fait tout le tracé en fluo sur la neige blanche. On le verrait quand même pas mal. Non, évidemment, on rigole, mais donc un enjeu, vous allez en entendre beaucoup, beaucoup parler sur ces prochaines semaines, et notamment sur les premières courses de cette saison. C'est pour ça qu'on vous en a parlé en préambule de cette émission. On va passer peut-être aux Français. Oui, aux Français, Constance. Bien sûr. Mes fiches sont pas dans l'ordre, c'est pour ça que du coup, j'étais tout perdu dans l'ordre qu'on avait établi pour préparer cette émission. Les Français, les Françaises. Mais d'abord, les Français. Qu'est-ce qu'on peut espérer si on a travaillé sur cet angle-là?
qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer de la saison de nos Français, Constance? On a toujours Alexis Pinturo en porte-étendard. Il a une petite nouveauté cette saison. Tu vas nous en parler. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui cette saison? Alors cette saison, il a décidé d'arrêter le slalom et se concentrer principalement sur les disciplines de vitesse, donc le super G et la descente, mais il compte aussi garder le slalom géant. Alors la descente pour le moment, ça n'a jamais été trop sa tasse de thé. Il a dû rentrer dans les points, donc dans les 30 premiers seulement une fois ou deux. Et son objectif, d'ici 5 ans, c'est de gagner une descente. Et il réalisera un exploit, c'est-à-dire d'avoir gagné dans toutes les disciplines différentes de la FISE. Il y en a qui ont disparu, donc c'est plus possible de gagner dedans. Et ça deviendrait encore plus une légende du ski alpin. Est-ce qu'il peut aller chercher une victoire cette saison en descente, ou justement c'est un apprentissage assez long et ça va être compliqué dès cette saison d'avoir une victoire en descente? On connaît, Pour c'est un, moi, c'est un par des grand champion. phénomènes, c'est un grand champion, mais par des phénomènes comme Marco Odermatt qui arrive à gagner presque dès leur première saison, alors que c'est une discipline où il faut de l'expérience. Je pense que Alexis, cette saison, il peut faire un top 5, pourquoi pas, ce serait déjà un super résultat. Et même et s'il fait un podium, enfin, ce serait top, et puis ça montrerait qu'il peut gagner une descente dans les années à venir. Mais déjà être régulier en Super G et rentrer à chaque fois dans les points en descente, ce sera déjà un bon début. Très bien. Et Il- continuer de performer sur le slalom géant. Bien sûr, parce qu'il est performant. Il était troisième, donc il y a eu quand même une première manche d'effectuer du côté de Solden il y a 2 semaines. Troisième, c'était une belle course au final. Et il y a quand même des espoirs pour avoir une bonne saison de sa part. Il est en forme. Oui, oui, parce que la saison dernière, bon, ça a été un peu compliqué. Mm. Il a fait que 3 podiums, plus, bon, quand même, le titre de champion du monde en combiné alpin et une troisième place sur le Super G. Qu'est-ce que c'est? On n'a Mais on n'a sinon, pas c'est parlé ça. du combiné. Ça, j'avais dit. Qu'est-ce que c'est? On a parlé Alors, des quatre piliers le combiné alpin, ça mélange une discipline de vitesse, le Super G ou la descente. Et ensuite, il y a une deuxième manche avec du slalom. Mais c'est une discipline où il y a souvent eu aussi des polémiques autour. Et maintenant, elle existe seulement dans les championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Ce qui n'est pas un avantage pour nous parce qu'Alexis Pinturo gagnait presque tous les combinés alpins. Voilà, parce que donc il faut une polyvalence entre la première manche et la deuxième manche. Exactement, on voit souvent des gars de la vitesse qui sont super bons sur la première manche, mais le slalom, ça marche pas, quoi. Ils enfourchent, ils ratent des portes. Voilà, Donc, il donc faut c'est être très polyvalent. voilà, la polyvalence qui prime dans ces cas-là. Je t'ai coupé, tu étais en train de nous parler de cette saison un peu compliquée l'année dernière d'Alexis Pinturo, et on répondra à la question d'Anne juste après. Voilà, globalement, il a sauvé sa saison avec les championnats du monde à domicile, hein, parce que bon, le titre de champion du monde en combiné alpin, mais je pense qu'il aurait quand même aimé gagner en slalom géant. Le Super G, ça a vraiment été une surprise. Mais sinon, comme un peu toute l'équipe de France, il est passé un peu au travers de sa saison. Et donc forcément, on espère mieux cette saison. Euh, on répondra aussi à la question du Pélissardo. Mais juste, j'avais une question du coup qui m'a frappé. Qu'est-ce que, voilà, en termes de classement, si on devait avoir voilà, des objectifs, là, tu es aujourd'hui le coach d'Alexis Pinturo. Qu'est-ce que tu vas espérer de lui cette saison? Où est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'il peut aller titiller les tout meilleurs, et notamment Marco Odermatt, pour le gros globe, pourquoi pas, ou sur un gros globe de spécialité? Un petit globe, du coup. Il va faire 3 disciplines, donc en soi, il va pouvoir marquer beaucoup de points, plus que certains qui font que le slalom géant, ou que le super G, la vitesse et la descente. Mais je pense que si déjà il revient dans le top 5 mondial, ce sera déjà très bien. Et regagner en slalom géant, être plus régulier en super G, c'est-à-dire pas seulement faire troisième, quatrième, cinquième, mais essayer de s'imposer peut-être une ou deux fois. Et ouais, la descente, vraiment essayer de progresser et de s'approcher des meilleurs. Je pense que pour cette saison, c'est ce qu'il va faire. Puis il a pris du poids cet hiver pour essayer de se préparer. Bien sûr. Mais il n'est pas encore non plus au point par rapport face à un Alexander au mode kill 2 qui a gagné 7 fois, je crois, l'hiver dernier. Et qui est plus Donc, lourd, hein, encore, qui doit être quasiment à c'est 90 ça, kilos. exactement. Et donc, très 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 bien. Anne, est-ce que je viens de voir le micro qui est en plein milieu. Euh,
Est-ce que c'est gênant? Est-ce que je suis caché derrière? J'ai pas fait gaffe si j'étais tout caché. Est-ce que vous voulez que je le baisse un peu, genre comme ça? Ce sera un peu plus bizarre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont moches dans le décor. Regardez, j'ai mis le petit bonnet de l'UBB avec comme ça, il y a un petit peu de 6. Alors, de quoi tu parles, Anne? Ouais, Euh, je comprends pas non 6. plus. Et on va répondre du coup à la question en quoi on choisit la descente ou le géant, et puis du coup le slalom géant ou le slalom. Parce que alors, moi, je comprends pas non plus en fonction de quoi qu'on Sur le choisit entre combiné. les deux. Ah, 6 victoires d'équilibre. Alors, ça dépend. Puis, en fait, ceux qui font de la vitesse, les Kill 2, les Mathias Meyer, eux, ils ont envie qu'on mette des descentes parce qu'ils savent que s'il n'y a pas une descente, ils ont peu de chances derrière de pouvoir gagner parce qu'ils vont perdre énormément de temps sur le slalom. Mhm. Mais traditionnellement, c'est plus un super G pour pas non plus trop pénaliser ceux qui font du slalom. Mais étant donné que maintenant c'est rare et qu'il y en a une fois par an maximum, il y a des chances que ça disparaisse du programme. Très bien. Bon, c'est dommage, on avait des très bons, et notamment Alexis Pinturo dans ce domaine-là. Je Une remonte un petit. discipline très française chez les hommes. On a eu beaucoup de victoires. C'est vrai que pour nous, c'était assez fructueux. Oui, tout à fait. On va remonter. J'avais pas vu que quand je remontais dans le chat, vous voyez aussi que je remonte dans le chat, donc ça le met en pause. Malheureusement, on a du coup El Pelissardo qui nous demande pourquoi le Jura est une terre de champions, Constance. Eh bien, je pense que cette question n'est pas adaptée au live du ski alpin, car aucun skieur alpin vient du Jura, il me semble. Et oui, Du moins en Coupe du c'est Monde. trompé. Mais El Pelissardo, il va revenir parce qu'on va parler de biathlon dans les prochaines semaines, le début de la séance. On fait quand même la promo aussi, bien sûr. On est là pour ça. Le biathlon qui arrive derrière. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans de biathlon. Ah, j'ai enlevé le chat. Vous avez pu avoir l'évolution. On a beaucoup de passionnés de biathlon. Alors, Constance a redisparu. Il faut pas que je touche à ça. Hop. Voilà. Euh, donc pas mal de biathlon et donc là pour le coup on pourra reparler du Jura. El Pelestardo, tu seras dans ton élément et puis du ski de fond pourquoi pas. C'est pas forcément pour le coup un domaine que je maîtrise, mais justement on refera des officines où vous viendrez nous expliquer ce ski de fond, le combiné nordique aussi on l'oublie pas bien sûr. Le freestyle, ça va être aussi des choses intéressantes. On refera des officines, voilà, de sport blanc dans les prochains jours. Les autres Français, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? On a Clément Noël encore en slalom, notre champion olympique du côté de Pékin en 2022. Est-ce que derrière en descente, voilà, on va d'abord commencer sur. Commence avec qui tu veux, avec Clément Noël, avec le reste des skieurs de descente. Bah déjà, je voulais voir, j'ai regardé un petit peu si on avait fait une saison l'année dernière si mauvaise que ça. Bon, une seule victoire, Clément Noël, et un total de 8 podiums. C'est pas terrible, mais l'hiver dernier, on n'avait fait que 7 podiums et une victoire de Clément Noël. Parce que, en fait, depuis 5 ans, le seul Français qui gagne chaque hiver, c'est Clément Noël. Mais, bon, les 2 dernières saisons, il n'y a rien de comparable à celle d'avant où il Mhm. gagnait 2, 3 fois par hiver et où la France arrive à accumuler jusqu'à 9 victoires et 20 podiums dans l'hiver. Donc, on espère que ça va revenir. Après Clément Noël, il faut aussi se dire qu'il y a la saison post-titre olympique qui est pas facile à gérer pour beaucoup d'athlètes. Complètement. Et le slalom, c'est une discipline à double tranchant. On peut tout donner et arriver au bout à chaque fois, et tout donner et sortir presque à toutes les courses, comme Clément Noël l'année dernière, qui a quand même réussi à sauver son hiver avec une victoire et une bonne place au championnat du monde. Alors sortir, je Donc cet t'arrête, hiver, je trouve je t'arrête juste un petit moment pour ceux qui n'auraient pas ce vocabulaire-là. Sortir, ça veut dire sortir des portes. Vous imaginez des portes très, très proches les unes des autres sur le mur de ski. Et donc, sortir, ça veut dire ne pas passer dans les portes. C'est ça, Constance. c'est ça. Ou qu'il y ait une porte qui passe entre les deux jambes et du coup, c'est compté comme raté. Et ça s'appelle comment ça, si on avait un terme exact? Enfourché. Très bien. Je t'ai coupé, tu étais en train de développer quelque chose encore sur Clément Noël et justement ce côté à double tranchant des, de ce slalom. On est une nouvelle génération, les Clément Noël, Lucas Broughton qui vient d'arrêter et encore Alex Vinatser, etc. C'est beaucoup de skieurs qui donnent vraiment tout, qui calculent pas vraiment. Et en fait, on s'est retrouvé l'hiver dernier à voir des slaloms assez décousus
ou des gars qui étaient super forts l'hiver d'avant, bah, finalement, ont terminé un slalom sur 5. À chaque fois, ils sortaient 4 fois pour réussir une seule fois à arriver en bas. Mais par contre, quand ils étaient en bas, bah, ils gagnaient. Et donc c'est aussi une stratégie, de pas forcément de justement calculer et donner tout à fond pour justement plutôt aller chercher des victoires plutôt que une régularité et des points marqués, mais pas forcément dans les tout meilleurs. Est-ce que c'est un, Et justement, enfin, est-ce que c'est un calcul qu'ils font en amont en se disant bah, au final je vais marquer plus de points ou je préfère avoir une victoire à l'arrivée à la fin de ma saison ou, ou c'est vraiment il y a pas forcément de calcul, ça revient un peu au même et donc bah, c'est plus sympa de gagner une victoire que de faire 6 fois cinquième. bah, on va dire que déjà, c'est la mentalité de la nouvelle génération. Et alors, en ski alpin, il y a ce qu'on appelle un classement WCSL, c'est les World Series. Et donc, pour avoir le meilleur dossard possible, il faut être le mieux classé possible. Mhm. Donc, quand on est dans le top 7 mondial, on a le droit d'avoir dans les 7 premiers dossards, entre le 7 et le 15, entre la 7e et 15e place. Et ensuite, moins on a marqué de points, plus on est loin et plus on a une piste dégradée. Donc, finalement, il a une stratégie comme Clément Noël, s'il rentre dans les points que 2 ou 3 fois dans l'hiver, bah, ça lui est arrivé l'année dernière, il est sorti des 7 meilleurs mondiaux. Donc après, c'est plus compliqué de faire une bonne course. Mais d'un autre côté, on voit tous ceux qui prennent pas trop de risques, juste qui skient bien. Bah finalement, ils sont coincés aux portes du top 10 et leur saison, elle va pas plus loin. Ouais, c'est un des encore une fois c'est un calcul presque à faire et c'est ce choix aussi que font ces skieurs. On a donc Clément Noël en slalom. Il n'est pas tout seul en slalom. Est-ce qu'on peut espérer d'autres choses, des petites pépites encore à venir? Est-ce que tu as des espérances, des attentes, toi, de ton côté? Alors, en slalom, c'est vrai que maintenant que Alexis Pinturo a arrêté, il va y avoir un peu moins de monde. Il y a Victor Mufajandé qui va revenir encore de blessure. Mhm. Sur les dernières saisons, il a été beaucoup blessé, donc c'est assez compliqué pour lui. Mais on a une jeune génération qui monte. Ils sont venus plusieurs fois en Coupe du Monde, ils n'ont pas forcément été qualifiés, ils sont passés pas loin, ou certains ont réussi à faire des 20e, 25e places. Et je pense que ces jeunes-là, ils peuvent réussir à monter cet hiver. Bon, faut pas attendre de un top 10, hein, c'est peut-être trop demandé pour le moment, Non, d'aller chercher mais au moins des meilleures régularités. et puis des deuxièmes manches, d'être dans les 30 dossards le plus régulièrement possible. C'est ce qu'on leur souhaite. Au niveau de la descente, qui derrière pour prendre la suite de Johan Claret qui a pris sa retraite l'année dernière. Donc Alexis Pinturo, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres Français qui peuvent prendre sa suite? Est-ce que Adrien Théo peut faire une bonne saison derrière puisqu'il est aussi expérimenté, Adrien? Qu'est-ce qu'on peut attendre des autres skieurs outre que le slalom? Outre le slalom. Bah, déjà en slalom géant, on peut avoir Mathieu Fèvre qui peut revenir à un bon niveau, mais Mhm. Victor Mufajandé aussi. Thibaut Favreau qui revient aussi de blessure. On a eu beaucoup de Français blessés l'hiver dernier. Cyprien Sarrazin aussi. Bien sûr. Et après, pour le côté vitesse, bon, bah, Adrien Théo, Blaise Guézendanner, c'est des athlètes qui ont de l'expérience, qui sont pas forcément dans les meilleurs tout le temps, mais qui peuvent réussir à aller accrocher un ou C'est deux ça. podiums dans l'hiver. Et puis moi, c'est un athlète que j'aime beaucoup, c'est Mathieu Bellé. Il skie un petit peu comme certains slalomers. Il est complètement à fond. Et il ressemble beaucoup à un Italien, Dominique Paris. Il se donne à fond dès le début. Ils sont souvent très bien placés. Puis d'un coup, ça explose complètement. Et puis ils sortent du tracé où il faut une grosse faute. Mais le jour où ça va passer, il est capable d'aller chercher une victoire. Il Très a très. déjà fait un podium et je Ouais, pense qu'il peut aller plus loin. ouais, exactement. Euh, Parfait. Je crois qu'on a fait le tour des fonds. En plus, il était blessé, il me semble récemment, non? Oui, Mathieu Bellé, il avait fait une jolie figure aux mondiaux. Il avait fait un petit tour sur son ski. Puis même à la fin de l'année dernière, du côté de en Italie, il s'était pas blessé un genou? Oui, il a régulièrement une blessure à un genou. Mais Ah, peut-être je ce confonds. qu'il faut aussi se dire, côté français, c'est qu'on a 9 athlètes du côté technique, donc slalom, slalom géant, Mhm. 8 en vitesse, avec Alexis Pinturo qui peut aussi faire les deux,
Et derrière, on a une équipe de France Relève qui est aussi très dense. Et ceux-là, s'ils performent par exemple sur la Coupe d'Europe, ils vont pouvoir monter aussi rapidement cet hiver sur la Coupe du Monde. Et pourquoi pas nous surprendre pour certains. Alors ça peut intéresser aussi nos Twitchos, nos viewers. Comment ça se passe ce passage de cette équipe de France relève à l'équipe de France j'ai envie de dire, les tout meilleurs. Est-ce que on peut passer en cours de saison? Est-ce que s'ils font une bonne saison cette année, ils peuvent intégrer l'équipe de France l'année prochaine? Comment ça se passe? Alors, le ski alpin, c'est vraiment très fluctuant. On peut faire une super course en Coupe d'Europe et la semaine prochaine, le staff va se dire, bon, bah toi, on te monte en Coupe du Monde, il y en a un qui a un peu moins performé. On est une bonne nation, la France, donc on a souvent suffisamment de quotas. On peut mettre jusqu'à 7 ou 10 athlètes, ce qui est un avantage. Et par C'est combien le exemple, max on a eu, typiquement? C'est je 7 ou crois que 8? c'est, je dirais qu'il y a des nations qui montent jusqu'à 9 sur certaines courses. D'accord. Mais après, il y a aussi le souhait de l'équipe de France de ne pas envoyer des athlètes qui ne sont pas prêts. Et c'est des fois le choix de l'équipe de France? C'est ça. Mais par exemple, on a vu l'année dernière au championnat du monde, on a Alban Elezi Canaferina, il a été champion du monde junior en slalom géant. Il a gagné son ticket par la FIS pour aller au championnat du monde. Et il s'est qualifié en deuxième manche et il nous a sorti une 27e place alors qu'il n'avait jamais skié en Coupe du Monde. Donc Donc c'est ce genre d'athlète qui va peut-être pouvoir créer des surprises cet hiver. voilà, si t'as d'autres noms, d'autres petites pépites que tu connais évidemment sur le bout des doigts, tu aimerais aller voir loin, si ce n'est espère les voir justement, pourquoi pas en Coupe du Monde et aller pourquoi pas chercher un top 30 sur une étape. Ah ben, on a Diego Riccioni, qui est en slalom et en slalom géant. On l'a déjà un peu vu l'hiver dernier, mais à chaque fois, il a raté pour pas grand-chose la qualification. Antoine Azolin, qui a aussi été médaillé de bronze en slalom au Mondiaux Junior. Non, on a quelques-uns. Puis après, en descente, on a Sam Alphand, le petit frère de Nils. Donc, il y a du monde pour monter Et ça s'il te, y a des bonnes donc performances. ça te fait, t'es assez confiante sur l'avenir de cette équipe de France. Des fois, on entend dire que là, après Alexandre Pinturo et après Clément Noël, on aura plus grand monde. La Fédé n'a pas mis assez de moyens justement sur les jeunes. Toi, tu es plutôt confiante sur justement cet avenir qui est bien représenté. Bon, il faut se dire qu'en ce moment, la Fédé, elle n'a pas de moyens, quel que soit le sport d'hiver. Donc, ils sont tous un petit peu dans la galère. Mais on peut pas dire qu'on a un trou générationnel. Ce sera peut-être pas des Alexis Pinturo, mais ça pourrait être des bons skieurs. Mais c'est surtout que maintenant, on voit des très jeunes qui sont bons très vite, comme dans d'autres sports, et on se dit que c'est foutu pour nos Français, alors que finalement, pas du tout. Ils vont peut-être performer pas cette saison, mais dans un an ou deux, ils seront peut-être prêts pour Milan 2026. C'est ça, laisser le temps de leur éclosion et de leur apprentissage à ce haut niveau qui est impitoyable, bien sûr. Est-ce qu'on a fait le tour, Constance, des Français de cette saison? Bien, je dirais que oui. Oui, je pense qu'on a fait le tour. On va avancer tranquillement avec les favoris cette fois-ci de cette année. Du côté des hommes, évidemment, on va parler de Marco Odermatt, cet ogre. Marco Odermatt qui gagne tout, qui bat record sur record. Mais avant de commencer avec ses favoris, on va parler peut-être de l'actu un peu qui a touché ce début de saison, qui a marqué ce début de saison. On en a parlé très 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 brièvement. C'est la fin de carrière de Lucas Broueten, donc 23 ans, norvégien, qui arrête et qui était soulagé apparemment d'arrêter. Alors, on a beaucoup vu dans les médias français qu'il arrêtait juste parce qu'il y avait un problème sur un contrat d'image avec sa fédération. Alors, il y a ce problème-là, mais il y a Oui, aussi qu'il avait décrété qu'il avait juste plus envie de faire du ski, qu'il avait plus de plaisir là-dedans. Et Lucas Broughton, il voit la vie comme quelque chose où il faut toujours se faire plaisir. Et si à un moment ça lui convient plus, bah, il doit arrêter. Il a dit qu'il avait été très heureux en faisant du ski et que maintenant il sait qu'il va être aussi heureux en faisant autre chose. Donc c'est un mélange de deux choses qui ont fait qu'il a arrêté. Mais ça a surtout surpris le fait que ce soit 3 jours avant la Coupe du Monde et qu'il se soit entraîné quand même tout l'été. ouais, complètement. Et puis c'est le tenant du titre du petit globe de slalom, si je dis pas de bêtises. Il avait gagné. En plus, il a abandonné à Solden, là où il avait gagné sa première étape en Coupe du Monde en 2020. Ouais, au final, c'est ça qui a surpris, que ce soit un grand champion, mais presque même au-delà d'un grand champion, d'un espoir. Il a que 23 ans
et il avait ce globe de slalom. Donc, c'était un des hommes de la saison, une des attractions à venir. Finalement, le voir arrêter, c'est ça aussi qui a surpris. Bah, c'est ça, c'était déjà un élément phare du slalom mondial. Il était dans le top 10 du classement général. Puis il apportait un truc de fraîcheur. C'est la même génération que Clément Noël, c'est la même manière de skier. Et même ses coéquipiers le décrivent comme quelqu'un de super sympa, c'est drôle, etc. Donc il va vraiment manquer au ski alpin. Bon, nous, ça nous arrange parce que ça fait un Norvégien en moins pour prendre les victoires. Mais ça va faire bizarre. Et comme tu l'as dit, il a gagné en 2020, il venait à peine de rentrer en Coupe du Monde. C'est très très court comme carrière maintenant, on n'a plus l'habitude de voir ça. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est beaucoup de pression. En France, le ski, c'est pas non plus le sport le plus important, mais il y a certains pays où ils ont une pression de dingue toute l'année, pendant les compétitions, et ça peut être dur à vivre aussi. Ouais, complètement. Je suis en train de régler le retour qui vient de disparaître. Ah, c'est bon. Je l'ai toujours. Hop. Oui, complètement. Donc, assez étonnant cette. Je vais dire abandon, c'est pas du tout un abandon, c'est cette retraite anticipée de Lucas Breton. On sait déjà ce qu'il va faire derrière ou juste il arrête le ski, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Alors, il a son papa ou sa maman qui est brésilienne, je crois. Donc, cet été, il a passé un peu de temps là-bas et il a envie d'y retourner pour profiter de sa famille qui y vit. Et puis, la vie de sportif de haut niveau, ça prend du temps. Donc, peut-être juste avoir une vie normale pendant quelques temps avant de se reconvertir. Est-ce qu'il y a moyen qu'il revienne au ski dans quelques années? Vu le talent qu'il a, alors évidemment en revenant à l'entraînement, etc., pas en revenant comme ça du jour au lendemain, mais c'est possible ou là il a tiré un trait définitivement. Alors évidemment on n'a pas de boule de cristal, mais est-ce que ça te semble possible? Je pense pas qu'il va revenir. Et même s'il revient, je pense que ça va être très, très compliqué. Le slalom, c'est la discipline pour moi qui est la plus dense en ski alpin. C'est là qu'il y a le plus de pépites qui arrivent régulièrement, mais aussi de gars qui sont là depuis un moment et qui ont toujours leur place, qui sont toujours parmi les meilleurs. Et ça évolue très vite aussi. Donc, même s'il arrête 2 ou 3 ans, à mon avis, ça va être compliqué. Il peut tenter un retour, mais est-ce qu'il en aura envie et est-ce qu'il en sera capable? Et puis, il faut se rappeler que c'est l'équipe de Norvège. Les places, elles sont très chères, comme il y a un niveau assez élevé. Donc, on va pas non plus lui redonner sa place s'il veut revenir. Oui, Il devra complètement. la gagner. Exactement. Mais oui, mais alors voilà, s'il revient, voilà, hop, ça semble quand même improbable, en tout cas et puis pas pour tout de suite, en tout cas ça c'est une certitude. Donc ça c'était un peu l'attraction du début de l'année. Il y avait une autre attraction évidemment, on a les yeux sont tous braqués sur lui, c'est Marco Odermatt qui a battu l'année dernière le record de points au final au classement général, un 2043 points, battu le mythique record d'Hermann Mayer, l'Autrichien établi en 2000, les 2000 points. Est-ce que cette année, il peut faire encore mieux que l'année dernière? Il avait gagné 13 courses, c'est ça. 13 courses l'année dernière. Est-ce qu'il peut aller en gagner 14 cette saison? Je pense que ça va être très compliqué parce qu'il va avoir de très très gros adversaires en face. Il en a la capacité, mais par exemple, on a vu sur le slalom géant, il a fini deuxième de la première manche et devant lui, il y avait qui? Il y avait Marco Schwartz. Marco Schwartz, cette année, il a décidé un pari complètement fou. Il veut faire toutes les courses de l'hiver. 38 courses, c'est juste énorme. Du slalom à la descente. Je t'arrête tout de Il suite va parce toutes qu'on les on- faire. on t'a perdu à l'image. Alors pour le coup, c'est pas de mon côté, enfin c'est de mon côté, mais c'est le retour. Tu m'entends toujours, il y a aucun souci. Ah, tu es revenu. Alors est-ce que tu es revenu sur le live? Nickel. Pardon, je t'ai coupé, mais on n'avait qu'une petite image figée de toi. Tu seras mieux, on sera mieux avec toi qui bouge, en te voyant bouger. Donc je disais que Marco Schwartz, il va faire toutes les courses de cet hiver. Jamais personne l'a fait chez les hommes, Ouais, c'est 44, il veut complètement faire les insensé. 44 courses. Voilà. Il va d'abord aller jusqu'à fin décembre, il va toutes les faire, et à ce moment-là, il fera le point si c'est réalisable ou non de tout faire. Mais il suit un petit peu l'évolution d'Alexis Pinturo. En vieillissant, il a envie de se tourner vers la descente, le Super G. Et la saison dernière, effectivement, Marco Schwartz, il a fait une 5e place sur une descente, Hmm. alors qu'il a juste commencé. Donc, je pense que s'il a cette régularité tout l'hiver et qu'il fait vraiment toutes les courses, c'est pas si sûr que ça qu'Odermatt gagne le général.
Puis il faudra surveiller aussi Kilde, Christophersen. Bien sûr, il y a Il y aura d'autres, du bon monde. il y a du très très beau monde, mais ça devrait se jouer entre ces deux-là. Allez, avec Kill 2, ça fait un joli top 3 sur. Et je mettrai Christophersen aussi, parce que on sait jamais de quoi il est capable. Il est capable de nous sortir une très 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 grosse saison. Très bien. Bah, on a un joli top 4 et Ah, qu'il faudra suivre. On refera les comptes à la fin d'année. On refera une officine et puis on verra, on remettra l'extrait qui vient de passer. Donc pas forcément. Ah, j'ai plus de batterie. C'est embêtant. Je pensais que j'étais branché. Je ne suis pas branché. Je vais tout de suite me brancher. Je reviens tout de suite. Ce sont les aléas du direct, hein, comme on appelle. Éviter que ça crache d'un coup. Hop. Voilà, petit aléa du règle. Donc oui, donc très très belle saison à venir. Il y a aussi ça, donc ça c'est un des enjeux. Si vous n'êtes pas forcément fan du ski alpin, alors notamment il y a nos Français évidemment, on espère qu'ils performent le plus possible. Mais donc il va y avoir ce très joli duel donc à 4 d'après Constance entre Odermatt, donc Kilde, Schwartz et Christophersen. Et donc oui, parce qu'en plus, il se partage Kill 2. Il a eu, ça fait 2 années qu'il survole la descente. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il est, il est, oui, repar- oui, oui. il est reparti pour la dominer encore cette année. Même il y aura peut-être plus de monde face à lui, mais c'est quand même un monstre. Je sais pas ton avis, Parce que mais par exemple, si on veut une petite info intéressante, sur les trois deuxièmes places de Johan Claret sur les deux dernières saisons, Mhm. à chaque fois en descente, il a été battu par Kilduff. Ouais, non, complètement. Donc Kill 2 Voilà. Il est monstre. toujours là, il est toujours très très bon. Il arrive à gagner du temps, c'est pas ouf, mais et puis il crée des gros écarts souvent à l'arrivée. Et lui, donc, il est aussi polyvalent, donc sur la descente et sur le super G. Il fait les deux. Il fait Et et un petit il peu fait aussi du slalom du géant géant. Mais depuis l'année dernière. Et il n'est pas mauvais, donc il y a moyen qu'il gagne en expérience aussi dessus et qu'il gagne plus de points sur cette discipline. l'année dernière, il a terminé 25e au slalom géant sur le classement du petit Mm. globe. Voilà, bon, il est pas dans, il est là. Ça lui permet de marquer des points évidemment sur les week-ends. J'ai pas vu les petites réponses, les petites questions du chat. Je remonte. Je pense que je pourrais l'avoir ailleurs, le chat, et pour pas le faire défiler. Où est-ce que je pourrais le récupérer? Très, Euh, très drôle la blague El Pelissardo. Vraiment. C'est drôle, c'est très bon. S'il gagne tout le temps, pourquoi c'est pas Kilden à la place de Kilde? Très très bon. Euh, Marco Dermatt est-il plus fort que Hirscher à son prime? Euh, Constance, est-ce que. Je crois qu'il y avait des interviews d'Hirscher justement dans les médias qui disaient justement que Dermatt était plus fort et qu'il allait tout exploser dans les saisons à venir. Qu'est-ce que tu t'en penses, Constance? Il vient quand même de battre le record absolu du nombre de points en une saison. Voilà, les chiffres le montrent. Enfin, c'est énorme ce qu'il a fait. Marcel Hirscher l'a pas fait. Donc je pense que sur la saison passée, il est meilleur. Mais par contre, Marcel Hirscher, il a quand même tenu sur la durée. Il me semble qu'il a gagné 8 années d'affilée le Gros Globe. Donc est-ce que Marco Odermatt va réussir à tenir aussi longtemps? Ou ce sera pas juste un athlète qu'on aura vu briller une saison ou deux? Bon, peut-être trois ou quatre. Là, il en est Mais à, il en est à deux on va voir. pour nos Livos. Il a gagné le Gros Globe en 2022, donc l'année dernière avec le record absolu de points. Médaille d'or au JO aussi au d'or maintenant. Deux, non. Si, une petite médaille d'or. Ah, on t'a perdu, Constance. Petit mouchage de, de Constance. Hop là. Et Euh, oui, moi, c'est l'hiver. au championnat du monde aussi, l'année dernière, de médailles d'or, si je dis Oui, pas de bêtises, du côté de Courchevel, une en descente et une en slalom géant. oui, donc voilà, c'est pour montrer. Il Il a quand même sait, il réussi à sait gagner une descente. exactement. Et il est vraiment, en ce moment, il est très, très, très fort. Ça, il n'y a aucun doute. Puis tu sens au départ de la course qu'il est là pour gagner de toute façon. Et ouais, les écarts qu'il arrive à créer, etc. Et d'ailleurs, des Il a fois, le bon tracé. des fois en deuxième, en seconde manche, parce que des fois en première, il est dans, voilà, il est jamais loin.
mais toujours, voilà, soit des fois on t'éteint complètement, mais des fois deuxième, troisième, puis on se dit, ah, ça y est, c'est le jour des autres, et derrière il sort une deuxième manche complètement dingue. Ben, en ski alpin, on dit souvent que la première manche, c'est 30% du travail. Donc finalement, bah, ok, on a fait une bonne première manche, mais si la deuxième manche, elle n'est pas géniale, bah, ça servait à rien de faire une première bonne manche. On n'a pas expliqué ça, on n'a pas expliqué Constance. Donc en ski alpin, il y a toujours deux manches. Une première manche le matin, souvent. Une deuxième manche plutôt aux alentours de midi 13h, quand ça se passe en Europe. Puis enfin, c'est comme ça. Donc après, vous mettez le décalage horaire qu'il faut et qui va avec. Une première manche du coup de qualification où on a un premier passage sur la piste et une deuxième manche où on a les 30. Enfin, on prend ça dépend de l'ordre d'ailleurs. Explique-nous tout cet ordre-là. Et puis, Alors déjà, on va éliminer les disciplines de vitesse. En super G et en descente, c'est une seule fois et après c'est fini. En slalom et en slalom géant, il y a deux manches. Donc la première manche, tout le monde part en fonction du nombre de points qu'il a marqué déjà en Coupe du Monde. mhm. Ça donne les dossards de départ. Forcément, plus on part tôt, plus on est avantagé. Les 30 meilleurs temps sont Pourquoi on est qualifiés pour avantagé, la deuxième. Constance? Pourquoi, si on part tôt, on est avantagé? Parce Qu'est-ce qui joue? bah, par exemple, il y a des endroits, la piste, elle se dégrade rapidement, ou il n'a pas assez neigé, il a trop neigé, il va se mettre à neiger pendant la course, donc ça va désavantager les derniers dossards. Puis en fait, au fur et à mesure, il y a comme une trace qui se crée dans la neige, parce que tous les skieurs passent au même endroit. Et donc, quand on passe au bout de plusieurs passages, bah, la trace, après, finalement, si on la prend pas, ça devient compliqué. Donc, il vaut mieux passer au début. Très bien. Et donc, vas-y, continue sur cette explication. Première manche, Voilà. Et donc, deuxième manche. les 30 meilleurs temps sont qualifiés pour la deuxième manche. Et là, pour donner une chance aux moins bons de réussir à remonter des places, c'est le 30e qui part en premier. Et donc, au fur et à mesure, on remonte. Il y en a qui remontent des places, d'autres qui en perdent. Le but, c'est comme on dit, c'est d'allumer du verre en bas. À partir du moment où on est en négatif et qu'on est devant celui qui est parti avant nous, on peut toujours remonter et espérer gagner. Par exemple, on parlait de Lucas Broughton tout à l'heure. Je crois que c'est la saison dernière ou il y a 2 ans, il a réussi à gagner une course alors qu'il était 30e après la première manche. Quand les écarts sont assez serrés, il peut se passer plein de trucs de dingue en deuxième manche. Et c'est pour ça que ce départ inversé est intéressant. Ouais, tout à fait. Et donc, tu as dit allumer du verre, donc ça veut dire arriver avant le premier qui était arrivé jusqu'à présent. Exactement. Et tu as dit, Donc, t'as dit quelque chose ça, aussi c'est de d'une... technique. Je voulais te reprendre dessus, mais je sais plus ce que tu as dit. Oui, être dans le négatif, bah, au final, c'est donc bah, juste la même chose. Allumer du verre, avoir un meilleur temps que la personne qui était jusqu'à présent le meilleur temps en bas. C'est ça. Donc, c'est pour ça que parfois, on est 31e à un centième de seconde du 30e. Ben, on va rester 31e, on va pas marquer de points, alors que si ça se trouve, si on avait été 30e, on aurait pu remonter à la 10e place. Mhm. Donc, le Juste, ski alpin, c'est vraiment une histoire bien du tout. ouais, complètement. Ça m'intéresse d'avoir ton avis, Hugo. Pourquoi Hirscher reste le GOAT pour le moment? Est-ce que tu as des arguments? On peut avoir ces débats, ces échanges. Et puis évidemment, même si vous ne connaissez rien du tout au ski, n'hésitez pas à mettre vos petits messages dans le chat comme ça. Bah, Constance est là pour vous répondre. On a une grande spécialiste avec nous ce soir. Donc profitez-en. Même s'il n'y a aucune question qui est bête, justement. On est là justement pour que vous essayer à cette pratique du ski alpin alors bon, vous allez peut-être pas partir avec les skis tout de suite en sortant de chez vous, mais avoir voilà cette envie d'aller jeter un œil sur au moins une des courses dont on vous a parlé cette saison. Vas-y, si, je sais pas si Hugo t'es toujours là. Bon, n'hésite pas à mettre ton petit message et puis on reviendra dessus sans aucun souci. Vous voyez aussi, tant que je fais mon petit monologue, il y a un petite barre d'objectifs de followers et après on lira la réponse d'Hugo. 75 followers, c'est le prochain objectif à atteindre. On est déjà à 58 tout à l'heure, on était à 55. Donc merci aux trois qui nous ont rejoints. Il n'y a pas d'animation. Alors je sais qu'il y en a du côté
de Mathéo quand il fait des lives. Je demanderai comment on fait au niveau de technique pour avoir les jolies animations au niveau des followers. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Nous, bah, voilà, ça nous soutient. Et c'est sympa d'avoir cette petite barre qui avance progressivement. Vous êtes bien nombreux quand même, c'est pas mal. Donc voilà, plus on est nombreux, comme ça on peut aussi interagir plus facilement, c'est vraiment sympa. Si vous avez 5-10 minutes, vous n'êtes même pas obligé de rester tout le temps, et puis vous recevez les notifs à chaque fois qu'il y a un live, donc ça c'est bien pratique. Ça c'était pour la pub Constance. Ça a permis à Hugo d'avoir le temps de répondre, dominer autant sa discipline pendant aussi longtemps, 8 gros globes de suite, des médailles à ne plus savoir quoi en faire dans tous les grands championnats, des courses gagnées avec quasiment 3 secondes sur le deuxième certaines fois, puis à la manière de Federer au tennis, on a l'impression que c'était très facile pour lui, qu'il volait sur la piste avec élégance. Est-ce que tu es d'accord, Constance, avec ce qu'a dit Hugo, ses arguments, les 8 ans plus on est, plus on rit. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut follow le Labo Sport. Constant, je te laisse répondre à Hugo. Je me tais, ça y est, j'ai trop parlé. Je pense que oui, il a raison. Oui, on a vu que t'étais pas tout seul. On a vu qu'il y avait du passage. Oui, non, donc je pense que, enfin, il a complètement raison. Richard, il avait un niveau incroyable. Par contre, la manière dont Hugo parle, qu'il était facile, ben, en fait, je trouve que Odermatt, Il est quand on le facile. regarde Oui, skier, c'est pareil. je suis un peu d'accord. Ça a l'air tellement facile. Enfin, on dirait qu'il ne fait même pas d'effort pour réussir à s'imposer et qu'il prend une seconde au meilleur sans souci. Ouais, complètement. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, Constance. Pour moi, Odermatt, alors, à voir évidemment en fonction de ce que ça donne, mais on est parti sur une, une lancée, une lancée. Quelles seront les étapes de Coupe du Monde diffusées en clair sur l'équipe 21? C'est une très bonne question. Est-ce que tu as cette J'ai la réponse, réponse. Constance? Bah, vas-y, Constance. Normalement, si ça ne change pas comme l'année dernière, c'est toutes les étapes qui sont en France, qui sont diffusées par l'équipe 21, qui est le producteur des étapes. Donc, il y a quoi cette année comme étape et est-ce que tu as Alors, le calendrier sous les yeux? Sinon, bien sûr, je l'attrape. je l'ai. Alors, il y aura le 9 et le 10 décembre, Mhm, Val d'Isère, avec un slalom géant homme le 9, un slalom masculin le 10. Ensuite, le dimanche 17, il y aura le Super G Femmes à Val d'Isère. La veille, le 16, la descente femme. Le jeudi 21 décembre, on a le slalom féminin à Courchevel. mhm. Et on retourne à Chamonix du 2 au 4 février avec 2 descentes hommes et un slalom. Et il me semble que c'est tout. C'est un très très beau programme quand même qu'on a de la chance aussi d'avoir ça du côté de la France. Et vous l'avez du coup en clair sur la chaîne L'équipe, c'est plus l'équipe 21. Et puis donc vous l'avez toute la saison. Si vous êtes abonné à Eurosport, j'en fais tomber mon retour. Si vous êtes abonné à Eurosport, et puis on pourra à l'occasion, voilà, vous commenter aussi sur le Labo Sport en gratuit. Alors vous aurez pas l'image malheureusement, mais vous aurez des super commentateurs. Oui, il faut regarder Eurosport. Il y a une très 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 grande qualité Et d'excellents commentateurs. sur Eurosport, d'excellents commentateurs évidemment. Et en Et plus c'est nous qui producteurs, allons avec, produire, bien sûr, bien sûr. notamment l'Agrogri 14 qui va produire les 2 courses de Bah ce là je crois week-end qu'on a toute chez l'équipe les hommes. Eurosport, hein, El Pélissardo, l'Agrogri 14. Je crois qu'on sera pas mal. Euh, La Grogri 14, vous parlez de quoi? On parle. C'est vrai que à chaque fois que tu apparais sur le chat, c'est un instant magique, c'est un instant suspendu comme ça. Un moment, un moment de grâce. Comment ça va, maître On parle de où B34? tu vas pouvoir regarder, On- quelle étape tu vas pouvoir regarder en clair sans payer Eurosport. Et ça Exactement. On t'intéresse. parlait du programme télé. J'espère que mon nom apparaîtra comme ça dans le générique. La Grogri 14? J'adore ce nom. Surtout, rien que le 34, 14, c'est incroyable sur vos noms. Mais Maître B34 est très très fort. Tu sais qu'il y a un clavier, des trucs de froid, mais tu connais pas. C'est très bon. C'est très bon. On fait une petite pause, voilà, c'est la petite pause, Constance, avant d'aborder le reste. Je crois qu'on avait fait, la magnifique recette du grog. Du grog du 14, du coup. Avec du Calvados, notamment. On ferait une distribution très bon. Très bon. Bah, avec grand plaisir. C'est quand tu veux. Tu viens quand tu veux
Oui, la spéciale du 14. Il y a Grenoble-Valence, la télé, c'est un sport d'hiver aussi. Et oui. Et oui, ça donne quoi, Grenoble-Valence, pour le moment? Je vois des essais depuis tout à l'heure sur mon écran de retour. 23-19 pour Grenoble, on joue depuis 64 minutes. 2 essais pour Grenoble, 3 essais pour Valence Roman à l'instant, de la part de Lucas Méret, passé notamment par l'Union Bordeaux-Bègles il y a quelques années. Retourne bosser tes plaidoiries, merci d'être passé, Maître B34, et à la prochaine. Donc là, c'était du ski alpin. Demain, Maître B34, tant que vous êtes là, Pau UBB, c'est à 17h. C'est commenté par moi-même. Et si on ne parle pas trop de Marion Lacoste. Pau Union Bordeaux-Bègles, commenté ici sur le Labo Sport. On va se régaler. Pau, leader de ce top 14, reçoit l'Union Bordeaux-Bègles pour un match dynamite. Et regardez, il y a le petit bonnet toujours pour vous rappeler que l'Union Bordeaux-Bègles n'est jamais loin. Il y a le drapeau juste là d'ailleurs. Et il y a le drapeau. En fait, c'était fait exprès. Section paloise, UBB, c'est demain. Voilà, ça y est, Maître Béitor. Demain, je fais la concu du labo, mais pas pendant section UBB. 50-0 pour Pau demain, jamais de la vie. Peut-être que Pau va s'imposer. L'Union Bordeaux-Bègles a vraiment beaucoup de mal du côté de Pau, et de tous les ans, un peu comme Toulouse à Pau. Vraiment, on n'arrive jamais à gagner. Je crois que l'année dernière, on a réussi à gagner, mais ça faisait peut-être 4 ans qu'on n'avait pas gagné à Pau. Je dis on parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis évidemment rappeler que c'est un lifestyle alpin quand même. Supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Ce soir, je suis supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Demain, je suis journaliste très sérieux et je ne serai évidemment pas du tout influencé par une éventuelle équipe. Bizarrement, Maître B repart pour Grenoble-Valence, ça part en général. D'accord avec le croc. Très bien. Oui, Constance, tu te fais plaisir aussi, hein, tu participes, on se fait plaisir. Est-ce qu'on ne reviendrait pas avec des choses un peu plus sérieuses? Merci d'être passé tout le monde. Merci, restez évidemment, restez avec nous le plus longtemps possible. Mais merci Maître B. Donc Maître B, c'est tout le monde. Distribution générale. D'avoir passé une petite tête. Est-ce qu'on a fait le tour, Constance, chez les messieurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te sauterait aux yeux, que tu voudrais évoqué, qui n'est pas dans ce Big Four, presque, on pourrait l'appeler ainsi, mais que tu vois faire une très très grosse saison? L'année dernière, on a vu Ramon Zenhauser, le géant suisse, il fait plus de 2 mètres. Il est inratable en ski, en slalom. Il s'était un peu raté les saisons passées. Et là, il a gagné 2 fois l'hiver dernier. Il a l'air de bien revenir. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Et puis après, côté descente, on a le Canadien James Crawford qui a gagné le Super G des mondiaux. Ils ont une génération, les Canadiens, ils sont super talentueux. On t'a reperdu. Franchement. Ah, c'est bon, on t'a retrouvé l'image. On t'avait perdu en image, t'avais pas bougé pendant 30 secondes. Je n'ai pas osé te couper, mais tu es revenu. Voilà, donc je pense que des Zenhauser, aussi Daniel Yule, un autre Suisse en slalom. Et puis ouais, je pense que les Canadiens en vitesse, ils peuvent être très très bons cet hiver. De toute façon, il y a du beau monde, et c'est pour ça aussi qu'il faut regarder cette saison de ski alpin, parce qu'il y aura aussi des surprises, et à coup sûr de toute façon. À tout de suite, vas-y. Et on espère voir un peu plus de diversité que l'année dernière, parce que sur 38 courses, est-ce que tu sais combien de pays différents ont gagné? Allez, la Suisse sans trop me mouiller, à la Norvège sans trop me mouiller. Allez, je vais dire l'Italie aussi. Homme ou femme? Non, juste chez les hommes. Que les hommes. 6? Eh bien, c'est l'Agro-Gris qui en est le plus proche. On est à 4. France, Italie, j'ai plus le chat. France, Autriche, Suisse et Norvège. C'est dingue. Avec seulement 11 vainqueurs différents. Alors que sur la saison précédente... Il n'y a pas d'Italien? On était à... Non, par contre, sur la saison précédente, on était à 18 vainqueurs différents pour 9 pays. Ah oui, 19 pays différents. Dans le générique... Mais en fait, je ne comprends pas de quoi tu parles dans le générique. Quel générique? De l'émission. Ah, mais il n'y a pas... Bah alors, si tu veux nous faire un générique, nous fournir un générique, c'est avec grand plaisir. On n'a pas encore le budget pour avoir le générique tout fait, tout beau. Mais si tu veux t'y risquer, avec très grand plaisir. Tu nous mets l'Agro-Gris 14 qui apparaît. Alors, moi, je sens mauvais. Sardo, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'au moment où j'ai donné ma réponse, c'était pas encore affiché le 4. Et ben voilà, bah, bravo El Pizardo. Mais El Pizardo, on est sûr qu'il est triché. Allez, très bien. On voit que t'as encore du décalage. C'est comme la dernière fois, t'as vraiment peut-être
30 secondes de décalage sur l'image. La connexion est pas folle. Non, non, pas toi, pas toi. Anne, qui vraiment a encore, chaque fois dans le chat, Ah, c'est un peu compliqué. Non, je taquine évidemment. Bravo El Pelissardo d'avoir trouvé cette question. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre sur tes fiches? Sur, ah oui, j'ai oublié quand même de parler de la saison passée en descente. Vincent Kriechmayr qui s'est quand même imposé à 4 reprises. mhm, Il arrive quand même, ça fait longtemps, ça fait à peu près 10 ans qu'il doit être en Coupe du Monde, oui. mais tous les ans il est là, il est assez régulier. Donc pourquoi pas encore le voir bien performer cet hiver. Ouais, ça serait pas forcément une surprise de le voir au moins gagner une fois une étape de cette Coupe du Monde, en effet, complètement. Voilà, on a fait, je pense, le tour des favoris. On va avancer parce que mine de rien, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble sur cette officine numéro 2, comme quoi le temps passe vite quand on est en très bonne compagnie. Ben, on a parlé d'un très grand champion en devenir, appelez-le comme vous voulez utiliser les superlatifs que vous voulez. Ça reste quand même un immense champion, un recordman de victoires sur une même saison. Il y en a une aussi qui est dans le même registre, une recordman une recordwoman du coup de victoire, c'est Mikaela Shiffrin, l'américaine. Est-ce que, un peu la même question que tout à l'heure avec Marco Odermatt, est-ce qu'elle peut refaire une très très bonne saison et donc par conséquent aller chercher les 100 victoires? Et on va reprendre la question d'El Pelissardo de tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut atteindre les 100 victoires en Coupe du Monde à partir de cet hiver? Bon, là, elle est à 88 victoires, Oui, tout Mikaela à fait. Shiffrin. Sur ses meilleures saisons, elle a gagné entre 11 et 17 fois. Donc, elle peut le faire. Et tout le monde est d'un avis pour dire que si elle ne le fait pas cet hiver, ce sera dès le début de l'hiver prochain. Que ce soit Ingeborg Stenmark qui avait le record absolu de Exactement. victoire Donc avant que Mikaela Shiffrin de le dépasse. 86 victoires, exactement. Voilà. Les femmes, c'était Lindsey Vonn avec 82. Une fois qu'elle a eu passé les 86, elle savait très bien que la prochaine étape, c'était les 100. Et elle va y arriver. Par contre, cet hiver, elle aura de la concurrence, ça c'est sûr. Mhm. L'hiver dernier, c'était exceptionnel. Elle a gagné le général avec plus de 1000 points d'avance, plus que Marco Odermatt. Elle avait 2206 points. Donc, elle est très forte, il n'y a aucun doute. Mais en face, on a des Petra Vlova, des Federica Brignone ou des Lara Gutberami Exactement. qui Qui se sont toutes ont de quoi les illustrées mettre. d'ailleurs le week-end il y a 2 semaines du côté de Solden. Alors à part Shiffrin qui est pas dans ce top-là, Brignone doit être C'est pas encore acquis. deuxième, Largo de Berami gagne et derrière on a Evlova et troisième, c'est ça, hein? Il me semble que c'est. C'est ça. Puis Shiffrin, c'est un peu Marco Schwartz. Ça fait toutes les disciplines. Bon, certes, elle est moins forte en descente ou en super G, mais elle marque des points partout. Alors que les autres ont toutes au moins une discipline qu'elles ne font pas. Donc c'est là-dessus aussi qu'elle arrive à Mhm. prendre de l'avance. Complètement. Ça fait longtemps qu'elle est là du coup pour atteindre ses 100 victoires. Elle a gagné voilà, c'est une très bonne question. C'est un peu le prolongement de ce que j'allais demander à Constance. Ça fait depuis dès les mondiaux de 2013, elle a gagné une médaille d'or. Là, elle en regagne 3 médailles du côté de Courchevel. Cette année, il n'y a pas de mondiaux, mais elle est encore au final pas si vieille que ça. Combien de temps elle peut aussi. Alors, les 100 victoires, ça semble presque facile, évidemment, sauf blessure, etc. On ne lui souhaite pas du tout, mais elle peut aller chercher vraiment un immense record. Bah, Mikaela Shiffrin, on a l'impression qu'elle est là depuis 20 ans. Et vraiment, Alors que non, mais en 10 ans, elle a tellement gagné. ça fait 10 Et ans, si ça elle fait 10 continue à ans. ce rythme-là, voilà. Si elle continue à ce rythme-là, enfin, il n'y a aucun doute qu'elle va largement dépasser les 100 et qu'elle va finir par atteindre un record qui va devenir très très compliqué à battre dans le futur. Mhm. Oui, parce qu'à part, au Puis, final, peut-être le seul trou d'air, ça a été les JO en 2022, où il y a 0 médaille, et je suis même pas sûr qu'il y ait un top 10 là-dessus, sur ces JO complètement ratés au final, tellement elle était dans les favorites. Mais derrière, elle a su rebondir aussi en alors championne, même à Shiffrin, la date. au mondiaux, elle est énorme. Sur toutes les courses qu'elle a disputées, il y en a juste 3 où elle n'a pas fait de podium. Oui, Mais les tout à JO, elle fait. a toujours eu du mal. Tout à fait. Sauf le slalom des Jeux de 2014 qu'elle a remporté. Mais sinon, elle a tellement de pression à chaque fois qu'elle y arrive Hmm. que elle passe au travers alors qu'elle va cartonner le reste du temps et que sur les mondiaux, elle va s'en sortir aussi. Ouais, complètement. C'est les 3 seuls cours dont tu parlais, c'était
Le slalom géant aux mondiaux en 2013 où elle fait 6e. Même chose au slalom géant, mais du côté de Beaver Creek aux mondiaux en 2015, elle fait 8e. Sinon, le reste du temps, c'est tout le temps des médailles. Et c'est au combiné cette année où elle termine pas, elle est disqualifiée. Et pour le coup, je pense que El Pelizzardo dit 120, 150. Je pense qu'on peut arriver au 150, mais grand maximum. Oui, Parce que certes, pour le moment, elle gagne énormément, mais il y a de la mais concurrence, on tu a l'as dit, aussi, bien sûr. voilà, il y a de la concurrence. Chez les filles, il y a un vivier de jeunes qui sont extrêmement fortes, surtout en slalom et en slalom géant. Donc, elle va peut-être plus pouvoir gagner autant qu'elle le faisait par le passé. Mhm. Et donc, là, un moment, ça va bloquer les victoires. Et puis, avec l'âge, elle va peut-être aussi être moins performante, plus pouvoir se donner à fond sur toutes les courses, et donc moins gagner. Et ça va être aussi un des enjeux de cette saison, et c'est pour ça que c'est important. On parle de cette saison de ski alpin 2023-2024, de voilà, quels enjeux il peut y avoir. Et ben, ça fait partie des petites questions de ce début de saison qu'on peut se poser. Là, elle n'a pas forcément bien réussi du côté de Solden et un peu passé à côté de sa deuxième manche. Si je ne dis pas de bêtises, la première ça allait, mais c'est la deuxième manche dans laquelle elle s'est un peu trompée, un peu manquée. Mais il y a de la concurrence énormément, et donc déjà savoir, exactement ce que tu viens de dire, Constance, au final on se doute qu'elle va justement, il y a à cause de cette concurrence et des années passant que ça va être de plus en plus compliqué. Est-ce que ça va être dès cette année que ça va être compliqué de gagner des victoires? Est-ce que ça va être à partir de l'année prochaine? Voilà, ça fait aussi partie, cette concurrence, des enjeux et des choses très très intéressantes à suivre sur cette saison féminine. Bah déjà, si on compare aux dernières saisons, bon, la saison 2022-2023, elle a dominé tout le monde sans difficulté. Par contre, la saison d'avant, elle a gagné le général avec seulement 100 points d'avance sur Mhm. Vlova. En 2020-2021, c'est Vlova qui a gagné. Shiffrin a fini seulement quatrième. Et 2019-2020, c'est Brignone qui a gagné. Et Donc elles elles sont sont quand toutes là. même plusieurs à être capables de la challenger sur tout un hiver. Et elles sont toutes là encore cet hiver, et bien prêtes, le couteau entre les dents, et pas bien prêtes à pas lui faire Voilà. de Et cadeaux. c'est toutes des filles qui ont commencé la Coupe du Monde plus ou moins en même temps qu'elles Mhm. et qui sont là depuis un moment, qui ont une expérience, qui savent gérer la pression et gérer l'enchaînement de courses aussi. Donc, c'est des athlètes sur qui on peut avoir globalement confiance, même si elles peuvent avoir des trous dans la saison ou avoir une saison à vide. 150 grand maximum, c'est déjà pas mal, non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais on est encore assez loin de ces 150. On n'a même pas encore Oui, passé les voilà. 100. Déjà savoir si elle va passer les 100 cette année. Après, d'aller encore gagner 50 victoires, du coup, ce serait à partir de 28 ans. C'est faisable, mais encore une fois, elle n'est pas toute seule. Et elle domine peut-être. Enfin, ça n'a rien à voir avec la domination de Mark Odermatt chez les hommes, où là, chez les femmes, le niveau est vraiment très très resserré. Et ça se joue. Alors, à rien du tout, là, cette victoire, il y a 2 semaines, ça s'est encore joué à 2 centièmes. Mais donc, non seulement ça se joue à rien du tout, et donc en plus, il y a cette concurrence. Elles sont pas deux, elles sont au moins quatre. Puis si on regarde dans les skieuses en activité, bon, bah, Shiffrin a le plus de victoires, mais derrière, Gut, Vlova et Gojia, les trois suivantes, elles ont autant de victoires à elles toutes réunies que Shiffrin. Ça, c'est Donc dingue, elle ça. a une avance phénoménale. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'elle va continuer à entasser les victoires comme ça chaque année sans avoir de concurrence. Ouais, On y complètement. croit et il va y avoir du suspense cet hiver. Est-ce que tu as des skieuses que tu aimerais voir performer, qui te tapent dans l'œil? Il y a des petites pépites qu'on on connaîtrait pas forcément, qu'on connaît déjà, mais que tu vois cette année vraiment comme, pas révélation, mais confirmation pour elle. Alors l'année dernière, il y a la Suissesse Wendy Holdener Mhm. qui a gagné son premier slalom après plus de 30 podiums dans la discipline sans jamais réussir à gagner. Donc j'espère que ça va vraiment la libérer et que cet hiver, on va continuer de l'avoir gagnée parce que quand même, c'est une skieuse super sympa, donc ce serait top. Et puis on a la néo-zélandaise Alice Robinson qui a performé dès ses 16-17 ans. Et ensuite, il y a eu un gros trou. Et là, elle a l'air de remonter la pente, donc ce serait cool aussi de l'avoir cet hiver titiller les meilleurs. Ouais, complètement. Complètement. Euh, Est-ce que tu as fait le tour chez les filles avant qu'on passe aux françaises et rester du côté des femmes? Peut-être te donner le. Après, On donnera le programme c'est chez après. les jeunes. Oui, vas-y, très bien.
Les jeunes, il y a une génération née entre 2000 et 2006. Mhm, On a des filles qui sont très 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 jeunes, qui viennent à peine de débarquer en Coupe du Monde. On a par exemple Lara Colturi, qui court sous les couleurs de l'Albanie, mais dont la maman est championne olympique pour l'Italie. Elle a à peine 16 ans et s'est déjà annoncée comme la future star du ski alpin. On a aussi une Suédoise, Anna Ronson-Elfman, une Croate, si je ne me trompe pas, Zrinka mhm. Ljutic en slalom. Le slalom féminin cette saison, ça va être vraiment des athlètes qui sont là depuis longtemps, face à des très jeunes mais qui ont peur de rien et qui ont qu'une envie, c'est d'être parmi les meilleurs. Et je pense que ça va être très très intéressant à regarder. Et on va voir des filles arriver comme ça un peu du jour au lendemain, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de regarder le ski alpin. Très bien. Et ça va donc être passionnant, à n'en pas douter. On va encore découvrir des nouveaux visages. Encore cette saison, ça c'est une certitude, un peu comme tous les ans. Mais justement, ça fait du bien d'avoir aussi ouais, des nouveautés aussi et d'avoir cette nouvelle rivalité entre des plus jeunes et des plus expérimentés. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de parler des Françaises? Je pense qu'on est bon, on peut passer sur nos quelques tricolores. Oui, quelques tricolores parce qu'elles sont moins nombreuses que chez les hommes. Voilà. Et j'avais lancé, j'avais écrit ma relance comme ça pour toi. Est-ce qu'après la retraite de Tessa Worley, qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt ces dernières années du côté des femmes, eh ben, au final, c'est plutôt la clairière là, qui a derrière. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos Françaises? Dis-nous tout, Constance. Qui suivre derrière ces Françaises? Bon, déjà, on a un groupe qui est beaucoup moins dense que chez les hommes. Oui, tout à fait. Voilà, dans le groupe vitesse, elles sont que 6. Le groupe Mhm. technique, elles sont 5. Et le groupe relève, c'est un seul groupe de 9 filles. Comment ça C'est se pas fait? séparé. Comment ça se fait? Est-ce que c'est un trou de génération? Est-ce que ça a été à un moment donné des choix de la fédération? Comment ça? Peut-être un mix des deux? Comment on peut expliquer ce petit manque de non, non pas de talent, mais ouais, de vivier chez nos skieuses? Bah, le ski alpin, c'est aussi un sport qui attire un peu moins les jeunes aujourd'hui. Et pour avoir déjà interviewé beaucoup de filles du ski cross, il y en a beaucoup qui viennent du ski alpin, mais qui en ont eu marre, qui ont eu envie de changer et qui sont partis sur le ski cross. Donc Ski on a cross, aussi perdu des éléments comme ça. on explique rapidement ce que c'est le ski cross, Constance? Ah, le ski cross, c'est comme le ski alpin, on est sur un parcours, on descend, sauf qu'il y a des bosses, il y a ce qu'on appelle des dévers, comme des virages un peu remontés sur les côtés des omniums, enfin des pistes en cyclisme sur piste. Et donc voilà, ça monte, ça descend, il y a des sauts, on est à 4. Voilà. Et le but, c'est d'arriver dans les premiers pour passer au tour suivant et pour gagner. C'est assez spectaculaire comme discipline. Et si vous avez regardé Et donc, on a déjà les JO d'hiver, vous avez déjà vu sûrement ce ski cross. Donc, ouais, à 4 sur un petit parcours beaucoup moins pentu qu'une piste, qu'un mur de ski. voilà. Bien sûr, le fameux triplé de 2014 avec, Chapuis, Jonathan Middle. Et Arnaud Bourgoin. Merci. Donc ouais, non, le ski cross avec les couleurs, il y a le rouge, le vert, le jaune, le bleu aussi au niveau des dossards. Et donc terminé, tu l'as dit, se qualifier en fait à des tours, ça fait comme des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi, une finale à 4 à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment assez sympa à regarder. Je vous invite à voir, souvent c'est sur la chaîne L'équipe justement qu'on a ce ski cross et c'est vraiment sympa à regarder. Je vous invite à regarder ça cet hiver si vous connaissez pas du tout. Ouais, quel moment complètement. Perso, c'est de là que c'est parti, de l'amour un peu pour le ski et sport d'hiver, c'est de là que ça c'est parti. C'est du côté de Sochi. On repasse quand même sur nos françaises parce que on était en train de dire oui, il y en a qui sont partis au niveau du freestyle, donc au niveau du ski cross. Donc le ski cross, c'est freestyle, hein. On a le droit de dire. Voilà, ça en fait partie. Mais là, effectivement, on a 3 Françaises qui sont parties à la retraite, donc qui étaient en équipe de France depuis longtemps. Mhm. Tessa Worley, donc qui faisait surtout du slalom géant et du super G. Nastasia Noens, qui faisait que du slalom. Et Coralie Frassombé, qui faisait du slalom et du slalom géant. Nastasia Noens qu'on retrouvera Donc sur les Tessa antennes Worley. d'Eurosport si vous êtes abonné, on la retrouvera en tant que consultante cette année notamment. Ah, donc Tessa Worley, qui était championne du monde, c'était la Française qui brillait. Bah là, cet hiver, c'est un peu la chef de file qui s'en va.
Et derrière, on va pas se mentir, en technique, ça va s'annoncer très compliqué. La preuve, sur le premier géant à Solden, on n'avait qu'une Française alignée. À tes C'était souhaits. jamais arrivé, il me semble. Merci. Il me semble que c'était jamais arrivé au XXIe siècle. Donc ça montre qu'il y a du vide derrière. Il y Mhm. a quelques filles qui vont pouvoir performer. On pense à Marie Lamure qui a fait quatrième au parallèle des mondiaux. Ouais. À tes souhaits. Merci. C'est vraiment du retard. Voilà, on a elle qui a fait. Et Faut c'est. un grog. Voilà, désolée. Oui, oui, une petite livraison de grog tout de suite. Avec grand plaisir. On a Marie Lamure en technique et derrière, on a quatre autres Françaises qui vont être en technique alignées. Ce sera Clarisse Brèche, une très jeune. Voilà, elle est née en 2001, elle a fait quelques slaloms, mais elle n'est jamais passée en deuxième manche. Donc on peut espérer que cette année ça passe. On a Doriane Escanet et Kira Pogno aussi, qui a été vice-championne olympique de la jeunesse en 2020. Mhm. Donc on a quelques jeunes qui vont, pourquoi pas, cet hiver pouvoir performer. Mais on va pas se mentir, il faut pas attendre à ce qu'on fasse des podiums tous les week-ends en slalom et en slalom géant. C'est ça, ce sera plutôt des bonnes surprises que des résultats attendus et des victoires. Ça se trouve, enfin, peut-être on en aura des victoires et on l'espère, mais ce sera, oui, des surprises. Voilà, après on a bien évidemment les filles du groupe relève qui peuvent éclore comme ça et monter en Coupe du Monde, mais de là gagner, je pense que ça va s'annoncer vraiment compliqué pour cet hiver. Ouais, tout à fait, en effet. Et oui, il y a cette 20e place de Clara Direz ce week-end, enfin il y a 2 semaines, pardon. C'était là encore, au final, un peu à l'image de ce qu'on va voir toute la saison, des petites surprises qui font au final bien plaisir. Et en plus, c'est à cause de la Alors, disqualification. de Ragnhild Molvinkel, Ouais, tout à elle a fait. récupéré sa place. Mais il faut saisir les opportunités, ça lui permet de marquer des points et donc Mhm. elle aura sûrement un meilleur dossard pour la prochaine course. Mais par contre, on va avoir plus de chances, de mon avis, côté vitesse en Super G en descente. On a des filles qui commencent à avoir de l'expérience avec Roman Miradoli, Oui, complètement. qui a gagné en 2022. C'est quand même incroyable. Aucune Française n'avait gagné en vitesse depuis 2005. Mm, Ingrid Jacquemot, donc ça commençait quand même à faire. Elle revient de blessure aussi, mais elle a l'air assez motivée à aller chercher au minimum une deuxième victoire cet hiver. mm. Donc, faut voir ce que ça va donner. Laura Gaucher Puis on aussi. a Laura Gaucher, Oui. voilà, qui a fait son premier podium l'hiver dernier sur Grand Montana. Elle a fini troisième de la descente à la fin de l'hiver. Donc, c'est les deux Françaises qui peuvent essayer d'être dans le top 10 et de monter sur le podium tout l'hiver. Mm. Ça serait en effet quelque chose qu'on souhaite et qu'on aimerait voir. Alors, ouais, tous les podiums, c'était. Non? Un peu optimiste. Les top 10, oui. Les podiums, on va les voir, on Oui, espère les mais voir monter sur les podiums, voilà. toutes les semaines sur les podiums. Elles auront le niveau pour monter sur le podium, mais après, il faudra juste faire la bonne course pour y monter régulièrement. Et on espère en tout cas qu'elles y montent le plus souvent possible et pourquoi pas aller chercher des courses. Ce serait vraiment génial. Puis derrière, on a encore deux, trois jeunes qui Mm. sont nés entre 98 et 99, donc qui ont encore peu d'expérience, qui sont déjà venus sur la Coupe du Monde, mais qui sont pas encore rentrés dans le top 10, ni dans le top 20 pour certaines. Donc on peut espérer les voir cet hiver un peu plus à leur avantage. Ouais, complètement, complètement. On va revoir ça tranquillement. Est-ce que tu as une petite pépite que tu aimerais bien sûr quelqu'un avec le plus de pièces? Est-ce que ce serait Roman Miradoli que tu vas placer en tête de qui pourrait être la tête de file de cette équipe de France féminine de ski alpin? Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Roman Miradoli. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Très bien. Mais, Parfait. Et je reprends sur Chiara Pogno. Elle a été vice-championne du monde du slalom. J'ai confondu avec Caitlin McFarlane qui avait été vice-championne olympique. Ça, c'est la Voilà. précision qu'on aime, Constant. C'est la précision qui te caractérise et qu'on apprécie évidemment. Et du Pour coup, pour le coup, Caitlin McFarlane, qui elle pourrait monter de la Coupe d'Europe cet hiver, je pense qu'elle la, pourrait réussir. la honte constante de Et alors, Émilie Sardo, comment te dire? Mais c'est bien parce que personne n'avait remarqué ça que tu t'étais trompé. Enfin, peut-être El Pelissardo avait fait attention à cela. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite correction, Constance. Est-ce que on a fait le tour pour toi absolument pas, de nos françaises?
Alors, je pense que ouais, niveau française, oui, après, on aura des petites surprises, sûrement Bien des sûr, jeunes et ça qu'on va n'avait être pas vu aussi venir qui vont monter. Et ça va être aussi intéressant d'observer ça toute la saison, hein. Encore une fois, je vous invite, si vous voulez aller regarder des courses en ski alpin, des étapes de Coupe du Monde, en veux-tu, en voilà, ben, n'hésitez pas parce que justement, vous pouvez tomber sur celles où, bah, notamment sur les Français, en France, pourquoi pas, aller, avec un élan bleu, blanc, rouge, aller chercher, bah, pourquoi pas, hein, quelque chose de très très beau, une belle surprise. Et puis, il faut se dire que comme il y a très peu de Françaises en Coupe du Monde dans les groupes A, ben, ça va pas être comme les hommes où ça va être bloqué pour Mm. pouvoir monter en Coupe du Monde. S'il y a des bonnes perfs en Coupe d'Europe, elles auront sûrement plus facilement leur billet pour la Coupe du Monde et on verra peut-être des filles progresser rapidement en étant au Exactement, contact des meilleurs. c'est aussi ça qui va être intéressant, c'est cette progression. Peut-être que ça va être une année de transition plutôt cette année et qu'on aura bah, plutôt des performances bah, de nos jeunes dans les années à venir. De toute façon, il va Ah, falloir c'est ça, passer la moyenne par une d'âge. année de transition, oui, tout à fait. En vitesse, la moyenne d'âge est un tout petit peu plus élevée, mais c'est logique. Mais globalement, on a un vivier qui a l'âge pour être à maturité, par exemple à Milan Ah, ou pour les Jeux de 2030. c'est ce que j'allais C'est te pas demander, ouais. à qui on va demander d'être numéro 1 mondial maintenant. Et de toute façon, ça va être compliqué encore vu le niveau qu'il y a sur ce plateau du ski alpin féminin. Encore une fois, avec rien que Michaela Schifrin, mais elle n'est pas toute seule. Ouais, Brignonnet, franchement, assez Ah, impressionnant. Federica Brignone, qu'on aime beaucoup et Ah qui oui, parle très bien français. Voilà. qu'on Elle est adore. toujours souriante, donc si on veut que quelqu'un d'autre gagne, on est pour Brignone comme on n'a plus trop de françaises. Allez, on fait comme Et ça. l'Italie, c'est presque comme la France. Allez, on Voilà. fait comme ça par procuration. Attention parce que à mon avis, il y aura quelques spectateurs, on leur dit l'Italie c'est comme presque comme la France, ils vont se rappeler au bon souvenir de quelques matchs de football notamment, et ça va pas du tout passer comme argument. Au rugby c'est un peu mieux. Au rugby c'est un peu mieux. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question, Constance, au bout d'une heure 38 de live. Non, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue ce live? Eh bien, merci aux gens d'avoir suivi. Ouais. Puis je pense que mon domaine de compétences dans le ski alpin s'arrête là. Donc, Ah ben, je n'ai ça a été, tu as été parfaite. On a pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez des besoins, évidemment, on refera des lives, bah, notamment, je pense, en fin de saison à coup sûr. Peut-être un bilan au milieu de l'hiver pour savoir où est-ce on en est au Je moment. pense qu'il faut peut-être faire un petit live à chaque veille d'étape préparée par Hans pour Eurosport. Comme ça, elle a plein de Oui, petites infos sur. eh ben, on fera comme ça, on fera des plus petits lives, plus petits lives, exactement. Ben voilà, t'es au bon moment, ça y est, t'es plus en retard. Euh, sur la fin, c'est dommage. Constance, on rappelle ton actualité en ce moment, quelque chose de nouveau pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du live. Qu'est-ce qui s'est passé hier sur Instagram notamment? Eh bien, j'ai lancé un compte qui s'appelle Ski va vite, où tout l'hiver, on va parler de ski alpin, mais aussi de biathlon, de télémarque, hein, je pense que vous connaissez pas. Mais justement, c'est l'occasion de faire découvrir un petit peu tous ces sports, d'apprendre des petites anecdotes. À demain, petite vidéo marrante. Oh, et Pélissardo, c'est marrant ce qui va vite. Ça sort tous les combien de temps, ce qui va vite? Ah, pour le moment, la saison, elle est pas trop lancée, donc on va dire du jeudi, vendredi au lundi, mais une fois que ce sera à peu près tous les jours, À au moins une terme, vidéo par ça a jour. volonté d'être quotidien, plutôt hebdomadaire, comment? Ou c'est au feeling Alors, plutôt dès que t'as le quotidien, temps? c'est des petites vidéos assez courtes. Donc, c'est pour donner des petites infos comme ça tout au long de l'hiver. Eh bah très bien, on suivra ça avec attention. Voilà. J'étais en train d'essayer de faire quelque chose. Et donc, Je voulais marquer ce qui merci à va tous ceux vite. qui Voilà, petit succès de la première vidéo, donc ça me fait très plaisir. Eh bah Et je ne plaisante pas. c'est génial. Je voulais l'afficher, je n'arrive pas à l'afficher. Il doit Oh, être derrière. Je voulais marquer ce qui va vite pour. Bah non, bah je comprends pas. Bon, il est pas là. Bah tant pis. Bah pas de ce qui va vite. Euh, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que j'ai je raté suis dans un beau le logo en plus. Qu'est-ce que j'ai raté dans le chat? Tu plaisantes, Constance? Dis donc. Presque 1 million de vues. 1 million de vues quand même.
On n'est pas loin, mais on n'est pas loin aussi du million de followers. N'hésitez pas à follow s'il y en a qui sont pas encore abonnés. En tout cas, merci Constance pour tout ce live, toute cette expertise au niveau du ski alpin. Et puis on te retrouvera dans plusieurs lives, peut-être bientôt d'ici quelques semaines sur du biathlon, sur autre chose. Tu seras évidemment la bienvenue dans l'officine. On n'a jamais été aussi près du million. Ouais, tout à fait. N'importe quoi. 58 000, on en est loin aussi. 58 000, on en est aussi très très loin. Mais avec grand plaisir, hein, on va monter, on va faire progresser cette chaîne du Labo Sport qui ne demande que ça. Merci encore Constant, je me répète, mais j'arrive pas à conclure. Merci d'avoir été là ce soir. On se retrouve donc nous demain sur le Labo Sport pour Pau UBB. Regardez, Pau UBB, c'est juste là, c'est demain à 17h sur le Labo Sport. On va être ensemble pour vivre un très très beau match de rugby, on l'espère, avec donc la section paloise qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Ça c'est du top 14, c'est du rugby. Et puis on a un très beau match de handball qui va vous être commenté par Mathéo demain soir à 20h. Ça c'est sous réserve évidemment d'autres choses parce qu'il y a du boulot pour Mathéo à partir de dimanche matin très 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 tôt. Donc on va voir s'il est en forme. Normalement de toute façon on vous tient au courant sur les réseaux. Et puis donc pour le moment c'est maintenu ce match demain soir de hand à 20h. On se retrouve nous donc à 17h. Je vous dis à demain. Demain c'est Levallois-Gravelines. Non, pas du tout. Demain c'est Pau UBB. Vous êtes sur le Labo Sport. Mais LP Lizardo, Castro-Iona, tu mets Castro-Iona sur Canal+, sur ta télé, et tu mets sur ton téléphone, en petit, t'as juste le son, tu mets Pau UBB, comme ça t'es le roi du pétrole, et tu t'adores. Moi j'y vais en vrai. Et tu verras Antoine Astoy inscrire un essai. Non, t'y vas en vrai, je croyais que t'y allais en mode coucou, t'y vas. Non, t'y vas. Oui, t'y vas vraiment, très bien. Pourquoi Levallois-Gravelines, très bien. C'est dans 92 encore Levallois. Qu'est-ce que tu tapotes? On entend que tu tapotes, Constance. Un petit. Oh mais certains boss pour payer ce genre de choses. Constance, nouvelle spécialiste rugby. Elle sera malheureusement pas là, je pense, Constance. En tout cas, pas présente sur le live. C'est 13 euros. Oh, c'est un peu cher, non? 13 euros. Ah oui, pas oui, t'es plus étudiante. Bah non. Bon alors c'est parce qu'on est au chômage. C'est un prix totalement classique. 13 euros. C'est pour beaucoup de gens au chômage. Très très bon. L'entre-deux. Ouais. Les femmes. Attention parce qu'Alpe Lissardo va encore te taquiner sur ton âge. Parce qu'on n'est pas rémunéré pour participer à l'officine. Et donc, il n'y a pas de budget pour les génériques, mais pas non plus pour les spécialistes. On se quitte. On se retrouve demain 17h, un peu avant. Allez, pour la prise d'antenne, allez, 16h40 en ce samedi après-midi. Voilà, si vous avez rien à faire, vous branchez, vous mettez votre téléphone. Et on sera très bien. Pau UBB, donc demain 17h. Le hand à 20h. On se retrouve demain. Salut à tous et à très bientôt. Il faut que je trouve le bouton pour terminer le live. Il doit pas être bien loin ce. Bonne nuit les petits. Fin de live. Alors regardez, en fait, il était très très gros. Il arrive tout de suite. Fin de live dans 3 secondes. Hop. Allez, c'est bon. À demain tout le monde.